Compte tenu des événements actuels, VHS et l'équipe de Comics Outcast ne sont pas en mesure de diffuser leur programme habituel. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Afin de vous permettre de passer malgré tout une heure agréable, nous vous proposons une compilation des meilleures blagues et calembours de Ben Renaud. Ben Renaud. Non mais je crois que l'émission quand même, c'est tout. Hein. Vas-y, on se connecte. Non, c'est mort. Bouillard! Putain, tout seul. Bouilla. Bienvenue à toi dans ce 139e épisode de Comics Outcast, le premier podcast francophone des lecteurs de comics confinés. Si tu passes ici pour la première fois, je suis Nivrae et ravie de t'accueillir sur les ondes du vaisseau Hypersensas. Installe-toi, mais pas trop près de ton voisin quand même. À la table virtuelle, car oui, ce soir nous enregistrons à distance, chacun chez soi. On accueille Sam, grand absent de la dernière émission. Ça va, Sam ? Ça va, et vous ? Mais ouais, qu'est-ce que tu lis de beau en ce moment ? Je lis pas mal de choses. J'ai fini BPRD. La conclusion, mon gars. Ouais. T'en es où, toi, Ben Renaud ? Calmez-vous. Ouais. J'ai relu du donjon. J'ai lu beaucoup de donjons parce qu'ils ont ressorti 2 nouveaux tomes en janvier. Et ça m'a bien fait plaisir. J'ai lu le tome 2 de Bolshoi Arena. Cet été dans les petites pastilles. J'ai lu le This Is It aussi, qui a été conseillé par les copains. Alors ça se dit pas comme ça, cool. mais très bien. Ça se dit comme je veux. Parce que This Is It, c'est le truc de Michael Jackson, mais après tu fais comme tu veux. Et puis voilà. Ok, Bon, et puis, et tu nous parles de quoi ce soir ? Ce soir, je vous parle d'une petite catcheuse. Oh, je vois très bien de quoi tu parles. À tes côtés, un homme aux blagues plus poilantes que son crâne, Ben. Oh, elle est bien. Comment vas-tu ? Waouh, Je croyais que c'était moi. Tu vas la faire 2 fois celle-là du coup ? Trop tard, mon gars. Bah non, Tu verras. Toi, mon pote. Ça va très bien, merci, et merci de demander. Tout va Que bien. lis-tu toi en ce moment ? J'ai lu, j'ai enfin plongé dans le Thor de Donny Cates. J'avais dit que j'avais acheté, que j'avais pas regardé encore, et j'ai lu ça. Je trouve ça plutôt très stylé, même si j'aime pas vraiment la gueule qu'il a à discuter plus tard quand on verra pourquoi il a cette gueule-là. Mais il a réussi à prendre le pas sur Jason Aaron, ce qui n'était pas chose facile. Et là, j'ai acheté le 4 que je n'ai pas encore lu, mais c'est une bonne petite récréation. Ok, et tu nous parles de quoi ce soir ? Et moi, je vais vous parler de crânes, de squelettes, de personnes violettes et d'univers déjà connus. Bon appétit. En face, nous avons le jumeau capillaire de Ben, le fameux et le célèbre constructeur de Lego. Oui, c'est vrai. Lego. T'es un clone, mon pote. C'est bien moi, ça va. Moi, je suis très content parce que je vous entends et j'ai vraiment l'impression d'être dans un podcast interactif et c'était mon rêve. Donc, Et vas-y, pose ta question, Livré. Qu'est-ce que tu dis en ce moment, Grégo ? Eh bien, en ce moment, j'essaie de finir House of X et Power of Ten, ou House of Ten et Power of X. Et voilà, c'est déjà beaucoup pour moi. Et tu nous parles de quoi ce soir ? De robots, de vaisseaux, de muscles ? Alors, j'ai rien de neuf de ce côté-là, mais j'attends Galactic Adventures, quelque chose comme ça. Là. Et, Ah non, c'est Strange Adventures. Strange Adventures, ouais. Ouais. Et ça, c'est mon gros kink. Donc, dans un prochain épisode, je apporterai ça. On termine le tour de table, bien sûr. Il n'a pas de micro. Il est de retour aux commandes après ses vacances un peu écourtées. Mais en fait, il ne fait rien ce soir. C'est Z2E la réalisation, puisque c'est un bot qui enregistre tout. Oh là 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 là. Mais comment ça, j'ai pas de micro ? Comment ça, j'ai pas de micro ? C'est qu'habituellement, tu n'as pas de micro. En fait. Bah là, si. Est-ce que tu vas bien, Adrien ? Ça va très très bien. Alors, est-ce que tu lis des choses, toi ? Parce que même si tu parles pas trop ce soir, peut-être que tu as vu et lu des choses. Eh ben, il s'avère que j'ai lu des choses dont on va parler ce soir. Donc, ça tombe bien. Voilà, je n'en dis Le pas mec plus. sait lire. Avant de lancer l'émission, Sam, est-ce que tu as un petit point sur l'actualité des sorties VF ? Ah bah non, on avait dit que non, alors non. Parce qu'il y a un petit... Effectivement, malheureusement, le monde s'est arrêté, les librairies ont fermé, Amazon et la Fnac sont en rade. Alors du coup, il faut lire du numérique. Ben a fait un petit tweet sur Comixology, on parle d'Inéo, de Sequence City aussi, il y a pas mal de choses à faire. Et n'oubliez pas surtout, c'est dès que la crise sera terminée, allez voir vos libraires, ils auront besoin d'argent. Et vous aurez aussi besoin de lecture, puisque je suppose que vous avez tous entamé votre pile de lecture qui vous regardez depuis des mois dans un petit coin du salon. Bon allez, vous êtes prêts ? Oui. Podcast 139, c'est parti ! Alors on va faire les revues.
Les revues, qu'est-ce que c'est ? 3 titres sont choisis par les chroniqueurs ici présents. On lit chacun de notre côté les 3 premiers chapitres et on en parle ici pour la première fois pour vous aider à mieux consommer et mieux acheter. Parmi les comics de cette semaine, c'est Grégo qui va nous en parler avec Spider-Verse. C'est un comics de Marvel écrit par Jed MacKay, illustré par Arthur Adams, Juan Figueri, Stuart Timonen et Stacy Lee. Ça fait beaucoup d'illustrateurs. Il y a du beau monde, hein. Mais il y a une raison. Oui, exactement, il y a une raison. Il y a une très bonne raison à ça. Spider-Verse. Pourquoi Spider-Verse ? Ça pourra sûrement surprendre les plus assidus d'entre vous, puisqu'il n'est ici ni question de vaisseaux spatiaux, ni de robots, ni de voyages dans l'espace, mais de multivers et de Spider-Man. Il y a un robot quand même, à un moment. Il y a un robot, certes, mais c'est pas ce robot qui m'a fait quand même venir vers ce titre. Ce qui m'a fait venir vers ce titre, c'est que j'ai trouvé l'actualité finalement assez peu riche en science-fiction, ou en tout cas dans ce qui tombait dans à peu près 3 numéros de sortie. Donc je suis allé un petit peu m'intéresser à ce qui se faisait ailleurs et je suis tombé sur Spider-Verse. Et moi, j'avais pas du tout plongé dans Spider-Geddon, c'était ça le crossover précédent ? Avant, il y avait Spider-Verse et ensuite il y avait Spider-Geddon, ouais. Enfin, Spider-Verse avec un S, Spider-Verse, ouais. Et après il y a eu Spider-Geddon, ouais. Et là, je crois que c'est Spider-Verse sans S. Ouais. Et donc voilà, je me dis, tiens, c'est probablement l'occasion de découvrir un petit peu ce multivers, si je peux me permettre, ce petit jeu de mots. Et donc me voici à découvrir le numéro 1 de Spider-Verse. Alors, si j'ai bien compris un petit peu l'originalité du titre, c'est que les épisodes précédents centrés sur le Spider-Verse donc étaient plutôt orientés sur le personnage de Peter Parker et sur ses déclinaisons à travers le Spider-Verse. Là, on va plutôt s'atteler à suivre Miles Morales, le célèbre Spider-Man, deuxième Spider-Man de secours. Et on va finalement très vite tomber dans le feu de l'action, puisque dès le début de la première issue, il se trouve qu'il entend des voix. Ça le fait à beaucoup de monde, sauf que lui, quand il entend des voix, très rapidement, il se retrouve dans un univers parallèle et toujours au bon endroit et au bon moment pour porter secours à un Spider-Man alternatif. Donc en fait, le premier épisode va surtout être centré sur une première descente en fait dans ce Spider-Verse. On va croiser différentes versions de Spider-Man, le Spider-Punk aussi, je crois, j'ai bien aimé. Et le concept, comme tu le disais Nivray, c'est que justement à chaque univers, on va avoir un artiste différent qui va illustrer un petit peu l'univers. Enfin, qui va illustrer un petit peu l'univers, qui va illustrer beaucoup l'univers. Et comme ça va se décliner jusqu'à arriver dans un univers très stylé manga. Alors du coup, moi je les connaissais pas. Je sais pas s'ils étaient déjà là dans Spider-Geddon. Je crois qu'on retrouve quelques depuis Spider-Verse. Hein. Ouais. En fait, Spider-Geddon, c'est plus récent que Spider-Verse. Donc, en gros, tous les trucs alternatifs que tu vois, enfin, pas tous, hein, mais une grande partie, notamment le robot, le Spider-Punk, comme tu l'appelles et tout, il était déjà dans Spider-Verse avant d'être dans Spider-Geddon. D'accord. Y compris, moi, mon préféré, ça a été le japonais à la fin. En fait, celui qui est extrêmement manga, quoi. Oui, effectivement. Après, je sais pas en particulier qui c'est, mais je sais que dans le multivers, enfin dans le Spider-Verse, il y a le Spider-Man manga et il y a aussi le Spider-Man de la série télé. C'est pour ça qu'il y a l'espèce de Megazord un peu Bioman là, qui est aussi un Spider-Truc. Et ça, c'était dans Spider-Verse déjà. Merci Ben pour ces précisions. Alors du coup, pour le coup, j'ai trouvé que c'était une bonne introduction du coup à cet univers-là pour quelqu'un qui vient avant tout du long métrage qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Et je pense que la volonté de la série, c'est de raccrocher un peu ce public-là. Toujours est-il que à la fin de l'épisode, on va découvrir le fin mot de l'histoire, que le web du Spider-Verse, la toile du Spider-Verse est en danger. Qu'en son centre de cette fameuse toile, il y a Spider-Zero, qui est un personnage... alors c'est pareil, moi je l'ai découvert, peut-être qu'il existait déjà avec sa migale sur l'épaule. Et ce personnage donc va confier un petit peu la mission à Miles d'aller retrouver la Tante May, en fait la version de Tante May qui a disparu et qui peut sauver du coup ce Spider-Verse.
Donc ça, c'est le premier épisode, assez prometteur. Et après, on a 2 épisodes qui suivent, puisque du coup, j'ai lu les 3 premiers. Enfin, j'ai même jeté un œil au 4e aussi. C'est en 6, hein. Ah, c'est en 6. C'est en 6, ouais. Bah après, à la fin du 6, ils te disent que c'est jamais la fin, mais c'est la fin de la mini-série, ouais. Ok, bah du coup, ça va trancher encore un peu plus mon avis, parce que j'ai trouvé finalement les 2 épisodes suivants assez... Enfin, je pense que l'intérêt, c'est juste balader un petit peu le lecteur et créer des situations où il se retrouve dans des univers en parallèle et le faire interagir un peu avec des versions alternatives de Spider-Man. Je plaide coupable, mais j'ai vraiment pensé que c'était une série beaucoup plus longue que ça. Parce que pour moi, j'ai eu l'impression qu'ils allaient étirer cette logique de un épisode en Spider-Man sur la durée. Parce que finalement, dans les 2 épisodes suivants, l'intrigue n'a pas avancé d'un iota, ou alors si elle a avancé, j'ai pas été capable d'identifier les éléments qui l'ont fait avancer. Et du coup, ça en vient un peu à mon avis. Moi, j'ai passé un moment pas désagréable parce que ça rappelait un petit peu les choses que j'avais pu voir dans Into the Spider-Verse. Après, globalement, à la fin de la 3e issue, je me suis dit, ah ouais, quand même, bon, je me suis un peu ennuyé depuis 2 numéros et c'est pour ça que j'ai jeté un œil dans le 4e numéro. De ce que j'en ai vu, c'est pareil, il se retrouve encore avec le Lone Ranger ou je sais pas quoi, qui est un Spider-Man de l'Ouest américain, de l'Ouest sauvage. Et j'ai pas forcément eu trop envie d'aller plus loin. Voilà, donc globalement un premier épisode assez prometteur et puis finalement ça s'étire un peu sur pas grand chose. Pas satisfait quoi. Pas satisfait, non. Pas vraiment. Ouais. Toi Ben qui est quand même un plus gros fan de Spider-Man et un petit adepte plus gros, ça va. Je fais. Entre nous quand même, je pense que t'es un peu plus aguerri sur son passé. Qu'est-ce que t'en as pensé par rapport au film, par rapport à ce qui était sorti avant ? Justement, avant le film, moi, j'étais déjà plongé dans le Spider-Verse à partir de, je vous avais déjà raconté ça, à partir des totems et des Spider-Totems et tout ça, que ça m'avait passionné. Et du coup, ça a amené vers Spider-Verse. Puis il y a le film qui est sorti et après moi j'ai un peu lâché même si j'ai quasiment tout acheté, c'est dans ma pile à lire comme plein de trucs. J'ai pas lu Spider-Geddon et je sais qu'après ça a continué sur d'autres trucs. Donc moi je suis assez fan de ce truc-là, je suis assez fan du concept parce que je trouve que ce concept, au-delà de ce que tu peux raconter en termes de message, qui est un truc un peu inspirant à l'image de ce que j'ai lu des comics, c'est pas émotionnellement c'est pas abouti au point du film où vraiment je pense que ça peut vraiment inspirer plein de gens, surtout les jeunes, etc. Même si j'ai trouvé ça super, le run de Dan Slott et de Olivier Coipel. Ce que je trouve marrant dans ce concept, c'est le concept en général du multivers, mais là avec dans la Spider Family, c'est de pouvoir se marrer, créer des avatars araignées qui existent soit dans d'autres médias et faire un peu un hommage, soit en créer complètement. Ils ont même fait un truc qui est assez cool, c'est que il y a un mouvement, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Spider Persona, un truc comme ça. Où en fait c'est des gens partout sur internet qui ont dessiné leur propre Spider-Man, qui ont créé ça en disant bah voilà, il y a un multivers avec des milliards et des milliards, même des possibilités infinies, donc créez votre propre Spider-Persona, je sais plus le nom mais c'est un truc comme ça, et en gros ils les inclusent dans certaines pages, ils le disent à la fin, ils disent voilà il y a des Spider-Persona, ils les mettent, ils en mettent 3 par issue et ils disent regardez bien parce que dans la prochaine issue on aura peut-être dans le fond quand il y a énormément de Spider, d'avatars de Spider, il y aura peut-être 1 ou 2 trucs comme ça. Donc en gros, ça c'est vraiment par essence, c'est la créativité, la cour de récré, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, l'histoire en elle-même, l'intrigue entre guillemets, genre la spider web de la vie est pétée, il faut la réparer, etc. Donc on part à la recherche d'un MacGuffin. C'est bon, on n'avait pas forcément besoin de plus pour être emporté par le truc parce que Miles Morales il fait des blagues, parce qu'il y a des persos cool et tout ça, il y a des super dessinateurs, surtout dans l'issue 1, j'ai trouvé que c'était top, et l'issue 3 aussi. Mais le problème c'est que c'est très inégal parce que vu qu'on est en mode récréation, en fait il y a à boire et à manger, il y a des trucs qui vont être vraiment super soignés, super cool et qui vont pas avoir besoin d'un gros scénario pour juste être récréatifs, et d'autres trucs notamment l'issue 2 avec Spider-Man qui est Tante May en Spider qui est super, même le design il est marrant, elle est une Charlotte et tout ça. En fait l'histoire elle est pas ouf, c'est genre ça finit un peu en Captain Planet avec l'amour dans le multivers nous sauvera tous. Je trouvais ça un peu gnangnan et pas très intéressant. Alors que l'issue 1 qui en fait est
une cascade de Miles Morales qui va de monde en monde toutes les 5 secondes et du coup les dessinateurs s'enchaînent, ça c'est très jouissif. L'issue 3 c'est concentré sur le mecha et ça marche aussi, il y a un style un peu manga, ça marche très bien. Maintenant, les autres, effectivement, le cowboy, j'ai trouvé ça un peu en dessous aussi. C'est vraiment les montagnes russes, donc je trouve ça assez cool. L'idée est cool, mais non seulement c'est hyper risqué parce que c'est très inégal, et en plus de ça, je trouve que c'est beaucoup moins abouti que Spider-Verse, qui est au final sur le même principe, c'est-à-dire que il y a une menace, il faut l'endiguer, et pour ça on s'unit et on va de monde en monde. Et il y a des tétrachiers d'Avatar Spider. C'était le même plot, enfin la même structure, et ça marchait 10 fois mieux. Je parle même pas du dessin. Juste ça parlait vraiment de l'univers Spider en lui-même, avec ce que c'est d'être un héros, etc. Il y avait toute cette dimension de quel que soit l'univers, Peter Parker ou Miles Morales ou X ou Y seront toujours des Spider parce que c'est leur destinée, etc. Il y a ce côté un peu destin du héros qui n'y a pas dans celui-là. Donc celui-là, j'ai l'impression que ça fait un peu réchauffer, c'est un peu effectivement pour surfer sur la vague de Spider-Verse le film. En mode ça se comprend quand même. Ouais, ça se comprend, et peut-être. C'est un beau succès. Donc Ouais, ça se comprend, et peut-être qu'il y a des gens qui ouvriront ce comics grâce au film, et ça sera très bien. Mais moi, je leur conseillerais plutôt d'aller directement vers Spider-Verse, le gros event d'avant, et peut-être Spider-Geddon, que j'ai pas lu, mais qui doit être dans la même lignée. Là, ça fait vraiment le truc un peu rajouté. Si c'était un ongoing, je te dirais, je vais attendre de voir comment ça se construit, mais là, c'est fini en 6, donc ça fait vraiment, je sais pas, petit clin d'œil. Maintenant. Ça sent le remplissage, ouais. Ouais, voilà, maintenant ça permet entre une conclusion remplie entre deux, quoi. Ça permet maintenant à des dessinateurs, qu'on voit des dessinateurs, et puis aussi de voir comment ils s'approprient le personnage, parce que rien que Miles Morales, il a pas les mêmes gueules dans toutes les issues, et pour le coup là c'est agréable parce que du coup chaque artiste s'approprie les codes et dessine son Miles Morales, tout ça. Je crois que c'est James Aaron qui dessine dans l'issue 1, donc c'est le gars de Rumble par exemple. Il fait une espèce de truc à la Mad Max où il y a tous les X-Men qui sont complètement difformes. C'est génial. Enfin, tu vois, ça permet d'avoir ce genre de récréation, et ça c'est cool. Maintenant, je dirais pas acheter le TPB, quoi. Voilà, je me dirais peut-être je prends l'issue 1 parce qu'elle est cool et parce que c'est sympa, mais je vais pas acheter l'histoire entière, quoi. Ok. Sam, toi, est-ce que tu le conseillerais? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est assez dur de rajouter des choses après tout ce que vient de dire Ben. En fait, je suis complètement dans sa lignée. C'est-à-dire que la première issue, j'ai trouvé ça très cool. Vraiment, en plus, comme il dit, la cascade là, d'univers, tu passes dans les univers, tu vois des nouveaux personnages, ça défile, ça déroule, c'est chouette. Et à chaque fois, tu changes de dessinateur, c'est assez graphique, c'est très classe. J'ai beaucoup aimé arriver à la deuxième issue, j'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant, autant au niveau du trait qu'au niveau de l'histoire et des personnages. Le troisième est cool. Les personnages sont assez chouettes, et surtout la patte graphique, en fait, c'est aussi, mais comme dit Ben, c'est vraiment la récréation qui va pour le plaisir de chaque issue, puisque c'est un peu un Freak of the Week. Donc l'issue 3 est cool. La 4, pareil, elle était bien en dessous. J'ai commencé à feuilleter la 5 et je vais la continuer parce que graphiquement, c'est celle sur le Spider-Man noir. Elle claque et que ça me tente bien, et du coup j'irai jusqu'au bout de la 6 parce que c'est proche. Mais c'est pas, j'ai pas du tout suivi moi les autres events. C'est sympa, c'est récréatif, tout n'est pas bon, vraiment c'est en montagne russe. Après t'as ce côté quand même assez sympa d'avoir plein de Spider-Man différents, t'as le Spider Cowboy, tu repasses sur le Spider Noir, tu découvres Tante May en Spider-Man, ça permet de faire plein de choses différentes. Tu pourrais même avoir un Vincent Desdoigts en Aqua Spider, un Johanny Julien en Spider Ninja ou un Halak en Spider Pirates, imaginons. C'est sympa, mais non, j'irai pas jusqu'à le recommander. Si vous avez du temps à perdre ou envie de vous faire un petit plaisir, mais au-delà, non. Je crois vraiment qu'on a du temps à perdre, mais ça va pas ou quoi? Si, c'est vrai, on a un petit peu là. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est pas un truc qui m'a dérouté ou qui m'a paru désagréable. Juste pour ajouter peut-être un dernier truc, c'est vrai que j'ai zappé d'en parler, principalement parce que je crois que j'avais zappé le deuxième numéro avant que tu en reparles, Ben, mais le passage sur le cœur là, est-ce qu'on peut en parler? On peut le spoiler? Oui, je pense que tu peux le spoiler, c'est pas très grave. J'ai trouvé ça hyper lame en fait, quoi. C'était en gros. En gros, on peut dire que c'est quasiment un nouveau pouvoir des Spider-Man. C'est qu'en gros, s'ils tirent tous en même temps dans toutes les réalités sur un logo en forme de cœur, et ben ça ouvre une faille dimensionnelle. Voilà, faut le savoir. Ouais, mais c'est surtout qu'en plus, au-delà du côté gnangnan, en fait, ils ont essayé de s'embourber. Et c'est vrai que quand c'est l'issue 2
d'un truc comme ça, tu dis oh là là, en fait je pense que ça serait une récréation et en fait il commence à me remplir la tête. Il part du côté de ok, Tante May, Ben Parker et Peter Parker, si à chaque fois que quelqu'un prend une décision, ça crée un monde parallèle, mais donc ça veut dire que si là je suis en train de dire ça veut dire qu'il y a un truc qui se passe dans un autre monde, et donc ça veut dire que si nous on est gentil, il doit y avoir nos opposés méchants. À ce moment-là, t'as les opposés méchants qui arrivent, après ils se battent. Enfin, c'est un peu, en fait, c'est Retour vers le futur gone wrong, ou je sais pas, tous les trucs de monde parallèle gone wrong. Tous les trucs gone wrong, ouais. Ouais, tous les trucs gone wrong, ouais. Donc voilà, donc non, moi je dirais checker l'issue 1 par contre, parce qu'elle est graphiquement elle est assez cool, et prenez l'issue 3 parce que elle se suffit à elle-même. Par contre les autres pas ouf. Oh, la 5 elle est cool. Ouais, mais non. Oh là là, ça y est, on va dire que c'est cool maintenant. Tu prends les affaires. Cool parce que, ouais, il y a plein de Spider Persona là. Donc la reco du jour, ça sera prenez les issues impairs de Spider-Verse. Ok, bah écoute, merci Grégo. On va enchaîner avec le second comics et c'est Ben qui s'y colle. Ah oui. Il va nous parler de Skull Digger plus Skeleton Boy qui est dans l'univers de Black Hammer. C'est sorti chez Dark Horse et qui est illustré par un inconnu nommé Jeff Lemire. Ah non, pas illustré, attention. Écrit par Jeff Lemire seulement. Ah oui, uniquement. Et c'est vrai qu'il est illustré par le croate Tonzik Jonzik. Ah, t'arrives bien à le dire, hein, trop bien. C'est pas mal, hein. Ben, tu as la parole. Tout à fait. Bon, alors Jeff Lemire, je ne le représente plus. De toute façon, on sait que c'est un incapable, n'est-ce pas, Adrien? Donc, c'est évidemment lui qui a co-créé le Black Hammerverse, qu'on connaît aussi pour Gideon Falls, Sweet Tooth, Descender ou Grass King. Et tu l'as dit, donc le nom du croate, je le redis pas parce que je sais pas le dire, qui est un familier de Dark Horse puisqu'il a bossé pour Lobster. Enfin, il a écrit et dessiné pour Lobster Johnson, et il a aussi participé à un truc que je connaissais pas, qui est la Black Hammer Encyclopédia. Donc pas besoin de décrire ce que c'est, son nom parle tout seul, mais du coup j'ai bien envie de le prendre parce qu'il y a plein d'artistes que j'aime dedans, donc je pense que je vais me le pécho, et lui il en fait partie. C'est une mini-série en 6 issues, il y en a 3 qui sont sortis. Le 4 sort en avril, fin avril, et ça a commencé en décembre dernier. Donc on a lu les 3 premiers, enfin, en tout cas moi j'ai lu les 3 premiers. Je suis pas à jour sur le Black Hammerverse, il y a des trucs qui me manquent, notamment Black Hammer 44 je crois, ou ce genre de choses. Je crois que je suis à jour sur la série principale, mais pas sur tous les spin-offs. Mais grâce à cet auteur, la Tonzi Jonzik, bref, voilà, lui là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je check ça parce que ça avait une super gueule. J'avais vu des previews. Donc on démarre, on est à Spiral City, on le sait pas tout de suite, mais on s'en doutera puisque c'est la plus grosse ville urbaine et on est dans le Black Hammerverse, donc il y a des chances que ce soit ça. On démarre dans la rue avec un couple et son gamin. Il fait nuit, ils rentrent chez eux. Il y a un malfrat avec un flingue. Il y a un coup de feu et du sang. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Ce gamin va finir orphelin. C'est peut-être Batman. Ce gamin va finir orphelin et contrairement à Batman où le gars va s'enfuir, et bien là, avant qu'il s'enfuit, le gars dit au gamin tu en as trop vu, donc je vais te buter. Et au moment où il pointe son flingue, il se reçoit un crâne de métal dans la gueule, un crâne qui est attaché à une chaîne, qui est lancé par un personnage qui s'appelle Skull Digger, qui est une espèce d'énorme masse avec un casque / masque de squelette, enfin un crâne de squelette, et il a des os sur la poitrine, un peu à la manière du Punisher. Je pense que c'est une des inspirations pour le personnage. Au-delà du design, il y a quelques trucs, un peu le côté street et le côté héros, mais en même temps anti-héros parce que hors la loi, parce que recherché, parce qu'il va un petit peu trop loin. Ses méthodes sont un petit peu discutables et discutées, notamment par la police. Et donc il va neutraliser ce gars et il va immédiatement s'excuser auprès du gamin en disant je suis désolé, j'arrive trop tard, j'aurais dû sauver tes parents, je suis désolé. Et il lui dit tourne la tête. Donc on sait que là ça va mal se passer pour le malfrat. Et le gamin ne veut pas tourner la tête, il a l'air déterminé à regarder ce qui va se passer. Donc Skull Digger dit ok très bien, et là il défonce le gars dans une espèce d'éclair noir et blanc du plus bel effet sur quasiment une pleine page. Donc on comprend que là c'est terminé pour le gars. Et avant de s'en aller, Skull Digger redit au gamin je suis désolé, j'aurais dû les sauver, je suis en retard, voilà. Va s'en suivre donc une enquête de police. La police va récupérer ce petit gamin, essayer de l'interroger, notamment une flic qui s'appelle, je crois, j'ai noté son nom, pardon, Reyes, détective Reyes, qui va essayer d'interroger ce gamin, pas forcément pour savoir s'il va bien ou si le malfrat a fait quelque chose ou quoi. Elle veut pécho Skull Digger parce que pour elle c'est un meurtrier, c'est ce que je disais tout à l'heure, et donc elle va essayer d'interroger ce gamin en mode
dis-moi qui est Skulldigger, machin, alors qu'elle a pas le droit, son responsable lui dit non, on s'en fout de Skulldigger, nous on veut attraper ce gars-là, etc. Ils arrivent à identifier le malfrat qui s'est fait défoncer et qui est mort, qui est en fait une petite frappe qu'on arrive à rattacher à Green Jim, qui va être le grand méchant de cette mini-série. Je vous en dirai pas trop dessus parce que son histoire est assez intéressante. Et donc ce gamin va atterrir dans un foyer, puisqu'il est orphelin et qu'il n'a plus personne, et par une nuit d'orage totalement déchiré par les éclairs, une énorme ombre va se présenter à sa fenêtre. On reconnaît cette ombre puisque c'est celle de Skulldigger, et il va lui dire est-ce que tu veux venir avec moi, en gros. Lui il va dire oui. Il va lui dire je te chope parce que t'as pas détourné le regard, donc pour moi, enfin en gros t'es exceptionnel, quoi. Et il lui dit surtout si tu viens avec moi il y a plus de chemin de retour, et lui il dit tant mieux. Et donc là, on comprend que le gamin, il est à la fois fucked up et en même temps, il veut vengeance, quoi. Et donc, l'issue 1 se termine sur Skulldigger qui prend le gamin et ils s'en vont tous les deux dans la nuit noire, quoi. Donc, j'aime autant vous dire que c'est une claque. C'est une petite claquounette entre les deux oreilles. Je savais que Jeff Lemire, évidemment, pas lui lécher le cul, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui écrit de façon exceptionnelle. Son univers du Black Hammer, il est déjà bien posé. Il arrive à explorer différents univers, différents thèmes, différentes pattes graphiques, etc., différentes époques. Donc, pour moi, c'était quasiment vendu. Mais là, ce que je trouve très brillant, c'est qu'on s'attache immédiatement au personnage alors qu'on n'en sait pas énormément. C'est-à-dire que l'action se déroule très vite, tout se passe très très vite, on s'ennuie jamais, il se passe toujours des trucs, les dialogues sont très bien écrits, c'est fluide, on comprend tout ce qui se passe. Mais à la fois, et je trouve que ça assez habile d'arriver à faire coexister ces deux trucs-là, à la fois ils nous ont dit assez peu sur les personnages, on en apprend sur eux, notamment sur Skulldigger, on en apprend dans les flashbacks. Le gamin, on sait quasiment rien sur lui, il est pas très bavard. Et puis il y a d'autres trucs que je vais pas vous spoiler, qu'on apprend au fur et à mesure, mais en gros, on a ce truc à double vitesse, c'est-à-dire d'un côté l'action, on en prend plein la gueule, il se passe toujours des trucs, et les personnages se dévoilent au fur et à mesure des issues, et c'est très intéressant. Et on va avoir en gros trois chemins à suivre. On va avoir l'ascension de ce gamin qui part de rien et qui est complètement traumatisé et qui va vouloir grandir et se venger. On a Skulldigger dont on sait peu de choses mais dont on va apprendre la vie dans les flashbacks, et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de similarités entre ces deux gars-là, et que au final ils sont tous les deux brisés, mais que chacun va apprendre à l'autre à se reconstruire. Donc ça, c'est très très intéressant. Et on va avoir un peu l'enquête aussi de la flic qui va amener au grand méchant Grim Jim. Pareil, là je vous en dis pas plus. Donc voilà, il y a vraiment, c'est très très riche. C'est dans cet univers, le Black Hammerverse. Moi je suis très, j'ai pas lu, je disais le Black Hammer 44 parce que ça va être du coup encore plus ancré dans une époque. Mais je trouve que le Black Hammerverse, même en le lisant maintenant, c'est très moderne, et pourtant il y a toujours ce petit côté désuet, très élégant, qu'on peut un peu avoir dans la série animée Batman, par exemple, où tu sais, c'est un espèce de une ville un peu rétro, un peu du passé, mais en même temps on n'arrive pas vraiment à la dater. Enfin, il y a toujours ce petit côté un petit peu Très Lemire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour dater les choses. Ouais, exactement. Ouais, mais bon, c'est maîtrisé. Tu vois, tu te dis pas putain, il est con, il donne pas de date, c'est mal fait. Non, pas du tout. Tu te laisses prendre par cette ambiance. Voilà, je dirais aussi un petit mot sur le graphisme avant de filer la parole à mes petits camarades. Moi, c'est Tonzi Yonzik, c'est un gars qui m'avait déjà séduit. C'est un excellent cover artiste. Donc quand j'ai vu qu'il faisait des intérieurs, j'étais hyper content. Je l'avais dit un peu dans un bonus, je sais plus, en tout cas dans une émission passée. Où je trouve ça exceptionnel de pouvoir créer un design de nos jours, tétrachier de trucs partout en pop culture, de créer un design reconnaissable, alors que tu vois les inspirations par exemple du Punisher ou de Batman, et je pense que n'importe qui fait un fan art ou une couverture et tu te dis ok, bah c'est bon, c'est Skulldigger quoi, et Skeleton Boy. Donc voilà, je trouve que il a ce style très minimaliste et ce très clair. Je pense à des gars comme Chris Samney ou même par exemple Elsa Chartier dont on a parlé, qui ont des traits vraiment un peu rétro, très élégant, clair et très minimaliste. Voilà, je l'ai dit. Voilà, c'est très élégant. Je suis tombé sous le charme de ce truc-là. J'ai pas envie que ça se finisse. Il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé parce que je veux pas vous spoiler, mais je vous en conjure, foncez dessus, c'est une merveille. Donc validation totale. C'est malade. Sam, Ouais. de ton côté, dis-nous tout. Alors, au début, j'ai eu un petit peu peur, en vrai. Quand on commence l'histoire, justement, et qu'on voit le meurtre des parents de Skeleton Boy,
J'ai eu le sentiment que c'était un petit peu, je me suis dit, contrairement aux autres histoires du Black Hammer telles que Jeff Lemire nous avait proposé, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose d'un peu moins réussi dans le sens où j'avais l'impression qu'on était un peu plus dans le cliché, pensant en fait que c'était l'origin story de Skull Digger. Et une fois que Skull Digger arrive, et en fait une fois qu'on développe son personnage à lui, tout prend une logique en fait, et c'est une tuerie en fait. Skull Digger, Skeleton Boy, j'ai adoré du début à la fin. Je suis comme Ben du Black Hammer, j'ai lu que ce qui est sorti en VF pour le moment, et à chaque fois c'est un plaisir de ouf. C'est vraiment un hommage parfait à des super-héros ultra connus, et dans un univers qui est riche. Et là, tu vois, t'as cet univers qui semble complètement déconnecté de tout le reste, et qui marche super bien. Cette idée de mixer à la fois le Batman et le Punisher, c'est aussi malin que logique finalement. On a deux vigilantes qui se regroupent. Graphiquement, c'est une tuerie. Les personnages sont construits, comme disait Ben, en fait, ils parlent peu, mais tout ce qui est dit est efficace et te fait t'attacher aux personnages, même si c'est des personnages qui sont durs et qui veulent évoluer. Et tu retrouves les clés de l'évolution d'un Robin ou ce soir, mais c'est tellement bien retravaillé comme il avait pu le faire sur d'autres titres. En fait, il y a ce move que j'aime beaucoup, il y a assez peu de bulles. Enfin, c'est par période en fait. Des fois, tu as des pages où il y a quelques bulles un peu pour expliquer ce qui se passe, mais la plupart du temps, tu as des grandes cases qui sont, genre, il y a peut-être 4 cases par page qui sont vraiment aérées, qui laissent place à l'action. Et au lieu de mettre des bulles qui vont un peu défigurer le dessin, ils mettent plutôt de la narration. Et c'est de la narration de pensée des personnages, un peu à l'image de ce qu'on va voir en focus tout à l'heure. Je trouve ça hyper intime. Et ça permet vraiment de s'approprier les personnages et de s'attacher à eux, quoi. Plutôt que de mettre des grosses bulles hyper verbeuses. Donc voilà, c'est intelligent. Grégo, est-ce que tu es un peu plus au fait de ce que fait Lemire? Est-ce que tu as aimé Black Hammer? Est-ce que tu as lu Black Hammer? Et qu'est-ce que tu as pensé de Skull Digger et Skeleton Boy? Moi, Black Hammer, j'ai suivi, j'ai dû lire 2-3 autres séries, au moins les commencer. Donc en fait, j'ai trouvé globalement que ce titre était sans surprise parce que tu sais que ça va être bien quand tu l'ouvres, et en effet c'est bien. Et de ce fait, voilà. Mes deux collègues ont bien résumé la chose. Les persos sont intéressants. On retrouve un petit peu finalement tous les clichés, mais enfin, je vais dire tous les classiques plutôt que les clichés. Mais ça marche quand même bien. Et puis il y a un petit twist quand même qui est posé très vite, que Ben n'a pas voulu spoiler, donc je vais respecter son choix. Oui, mais qui fait aussi que l'intrigue est intéressante parce que tu veux voir où ça va t'amener. En fait, chacun des 3 arcs est intéressant du coup, et tu veux voir où ça va t'amener. Petite question, Sam et Ben, vous avez tout lu, vous? Il y a que 3 trucs sortis pour l'instant. 3, pour le moment. Ah d'accord, ok, je pensais qu'il y en avait plus. En fait, c'est 6 en tout, mais il y en a que 3. Je crois que le 4 sort. Je l'ai dit au début, les 3 et ça marche nickel. Oui, bien sûr. Je voulais juste dire 2 petites choses. Je salue encore Jeff Lemire d'avoir, sûrement peut-être en collaboration avec l'artiste qui nous écoute. Bonjour Jeffy. Jeffy des dizaines de génies. Je voulais juste encore dire qu'il fait chier à être trop bien à créer des personnages qui comme l'a dit Greg, enfin comme l'ont dit Greg et Sam, c'est des hommages. Tu vas pas te dire il a copié ce con. En fait, tu vois très bien qu'il a pris l'essence des personnages qu'il aime et qu'il aimait quand il était plus jeune. Tu vois, pareil, c'est des persos que je vais pas vous spoiler. Mais est-ce que c'est pas un peu facile de faire ce genre de choses quand même? Non, parce qu'au final, effectivement, ça pourrait être facile. Tu pourrais dire ta mère qui est facile, ok. Tu pourrais te dire justement, effectivement, putain, il se casse pas le cul, il prend tel perso, il lui met une cape, il change la couleur, et voilà. Non, on avait dit ça pour Black Hammer, de toute façon, notamment avec Barbalien, parce que j'aime bien l'appeler comme ça, Didier. Ouais. Tu vois très bien que c'est un hommage à Martian Manhunter et que c'est pas juste ok, je vais prendre un extraterrestre, il va venir de Mars, personne va s'en rendre compte. Non, tu vois vraiment que c'est un truc où il veut faire un hommage et les origin story et les comportements des persos vont avec. Donc je trouve que c'est cool, et en plus il invente des noms cool, des costumes cool. Donc vraiment, écoutez, big up à lui, tout simplement. Voilà. Donc c'est sans surprise que Lemire, une fois de plus, moi j'irais pas jusqu'à dire comme il podcast. Oui, mais j'irais pas jusqu'à je sais que c'était plus ou moins une demi-vanne, mais Grégo disait pas de surprise parce qu'on sait que c'est génial, mais moi j'étais quand même agréablement surpris, j'étais transporté et tout ça, et je voulais juste préciser, j'aurais dû le dire au tout début mais je peux le dire maintenant, il n'y a pas besoin
d'avoir lu le Black Hammerverse ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'avoir lu Jeff Lemire avant. En fait, c'est mieux parce que du coup, je vous conseille de le lire basiquement. Mais tu peux complètement commencer par Skull Digger et tu verras qu'il y a un plus grand univers que tu voudras connaître. Il y a des petits clins d'œil, des trucs comme ça, mais t'as pas du tout besoin de connaître le Black Hammerverse pour apprécier Skull Digger ou pour t'y retrouver, quoi. Ouais, en tout cas, oui, clairement, sur les 3 premiers numéros, si t'as aucune connaissance de l'univers, c'est pas grave. Après, peut-être que pour finir la série, ils croiseront avec d'autres personnages. Mais en tout cas, là, pour l'instant, effectivement, c'est très safe. Oui, complètement. Si je peux me permettre Vas-y. une toute petite incursion, il y a une petite embardée assez intéressante vers l'asile de Spiral City, qui est une sorte d'équivalent d'Arkham qui avait été évoqué dans Charles Frankenstein. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'y retourner, et c'est la façon dont j'ai le plus connecté, je trouve, à l'univers. Et tu vois, t'es content de retrouver un peu les grands méchants et de te dire... Enfin, pour moi, c'était un des trucs les plus réussis dans l'univers de Black Hammer. C'était vraiment cet univers des méchants qui est finalement pas tant exploré que ça dans la série principale. Et là, on retrouve un grand méchant. Et ça, c'est vraiment... c'est trop cool. Qui n'est pas un loup. Mais pas un grand méchant loup. C'est un grand méchant humain. Lisez-le, putain. Oh, ça va. Ouais, C'était Skull Digger plus Skeleton Boy dans l'univers de Black Hammer, chez Dark Horse, écrit par Jeff Lemire et illustré par Tonzi Jonzik. Dernière revue, c'est Sam qui s'y colle. Tu vas nous parler de Loba Loca, le comics du label 619 dans l'univers de Mutafukaz, écrit par Run et illustré par Singelin, qu'on avait rencontré à l'occasion de la Comic-Con Paris. C'est en 2019. Ouais, tout à fait. Donc Loba Loca, c'est le 2e spin-off dans l'univers de Mutafukaz. Je vais peut-être faire un rapide résumé quand même de Mutafukaz. Donc Mutafukaz, c'est l'histoire de 2 jeunes losers, Angelino et Vince, qui malgré eux se retrouvent au milieu d'un conflit planétaire qui mêle une race extraterrestre composée de matière noire, les machos, qui se sont intégrés à notre société pour en tirer les ficelles. Et au milieu de cet univers fourni, on trouve notamment de luchadors, les luchadors mexicains, la Lucha Ultima, qui luttent pour la justice et le salut de l'humanité, guidés par le charismatique El Diablo, qui lui est motivé notamment par le besoin de venger son ami et rival Jesse Christ. El Diablo, en gros, c'est un personnage qu'on adore, qui a du poids et une influence dans l'histoire de Mutafukaz, qui est un leader qui fait bouger les choses. Et je vais te spoiler un petit peu, mais quand il se sacrifie dans Mutafukaz, on se dit merde. En fait, pas déjà, pas comme ça. On se dit, moi personnellement, je me suis dit qu'il y avait un petit goût d'inachevé sur ce personnage que j'adore et que finalement j'ai pas vu tellement évoluer. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il meure aussi vite. Et en fait, la réponse à tout ça elle est venue dans le premier spin-off de Mutafukaz, qui était Puta Madre, qui nous raconte en fait l'histoire de Jésus, un petit garçon de 12 ans qui prend 7 ans de prison pour le meurtre de son petit frère, mais pas vraiment de son fait. En fait, c'est pour pouvoir couvrir sa mère, qui est la véritable responsable et qui, à la demande de sa mère, en fait, la couvre. Et du coup, se prend 7 ans. C'est une mère qui, au bout de d'ailleurs quelques semaines, ne vient plus le voir. Bon délire. Ouais, c'est plutôt cool. C'est Un bon esprit. Ouais. Puta Madre, pour revenir vite fait, c'est dessiné par Neyev, qui a fait entre autres Bayou Bastardize au label 619. Il y a 2 tomes de sortie sur 3 là. C'est assez cool, je vous conseille, et c'est assez beau. Neyev, c'est un super dessinateur. Et du coup, dans Puta Madre, on découvre notamment Lizzie, l'unique et bref amour de El Diablo. Et on vous, à la fin en fait de Puta Madre, ça spoil pas l'ensemble de l'histoire, juste il faut savoir que pour pouvoir commencer Loba Loca, à la fin on voit El Diablo qui écrit un journal intime qui est intitulé Puta Madre, et sur la dernière case on voit Lizzie, donc qui n'est plus avec El Diablo, avec un ventre vraiment très très rond. Et donc voilà, Loba Loca c'est le 2e spin-off de Mutafukaz, et on y parle de Guadalupe Mayflower, aka Guada. C'est une jeune ado un peu paumée, élevée par une mère célibataire, timide et réservée. Du coup, l'histoire commence par sa première fois avec un garçon, Marcus. C'est un peu le beau gosse populaire. Le quarterback. Lycée, ouais. Durant une soirée lycéenne. Seulement, le beau Marcus, il est la proie également d'une fille des plus populaires du lycée,
Crystal Legrand, qui a très mal pris le fait qu'elle se tape le beau gosse qu'elle se réservait. Du coup, elle a posté sur Facebook tout un tas de photos qu'elle a récupérées de Guada que sa mère avait sur son Facebook. Et Guada, elle a bien le seum, et du coup, elle a le seum quand t'es une ado en mal de confiance en soi et de notoriété. Ça loupe pas. Avant même qu'elle se rende compte, les photos ont fait le tour des réseaux sociaux avec des commentaires bien nazes de tous les élèves du lycée. T'ajoutes à ça des questions essentielles suite à sa première fois avec un garçon, sa dispute avec sa mère. Il n'en faut pas plus pour qu'elle explose. Et justement, arrivée au lycée le matin, dans son casier, Crystal et ses copines l'ont forcée. Elles l'ont rempli de tampons usagés bien ensanglantés. Et au moment où Crystal et ses copines arrivent pour se moquer d'elle, smartphone à la main, en disant vas-y, pleure encore une fois. Finalement, Guada, elle explose de rage et elle éclate Crystal, mais littéralement, avec un regard noir qui nous rappelle un personnage bien connu de l'univers. Regard rouge, même, je dirais. Ouais, rouge, une petite étoile dans les yeux. Du coup, suite à ça, du fait en plus que ça a été filmé, relayé sur les réseaux sociaux, il y a une émulsion complète qui se crée autour de ça, sans compter que Crystal, c'est la fille, si je me trompe pas, de l'adjointe au maire du coin, quoi. Du coup, ça manque pas. Décision de justice, et Guada est assignée à résidence pendant 2 mois avec un bracelet électronique, donc assignée à résidence, et du coup, pendant les vacances d'été, elle n'a pas grand-chose à faire. Donc elle commence télénovelas et autres conneries télé, ça la saoule, elle tourne en rond. Regarde les Marseillais, quoi. Ouais, je sais plus quand ça. C'est la maison. Si, la maison des secrets, non mais. Ouais. Un espèce de mélange de tout ça, ouais. Ron est assez fan de tous ces univers-là en général. Je le suis un petit peu sur Twitter, ça le fait assez marrer. Et donc Guada finit par fouiller un petit peu dans les affaires. Elle découvre un carton dans lequel il y a les affaires de sa mère. Elle retrouve un vieux carnet intime. Et elle commence à le feuilleter, et d'un seul coup, elle voit des revues de presse de catch, notamment d'un El Diablo. Et elle trouve une photo de sa mère, toute jeune, avec un jeune homme qui ressemble étrangement à ce El Diablo. Et d'un coup, elle fait le parallèle. Elle commence à rechercher sur Internet. Elle se rend compte donc que ce jeune homme s'appelle Jesus Guzmán de la Iglesia, aka El Diablo, et que c'est probablement son père. Et à partir de là, donc ça c'est en gros la première issue sur 6, c'est 106 issues. Il y en a 4 de sortie pour le moment, et à partir de là, en fait, l'Oba Local elle va partir dans une quête une quête des origines, une quête d'identité. Elle va vouloir non seulement découvrir plus précisément qui est son père, donc elle va commencer par aller chercher des vidéos de catch, tout ce qu'elle peut, mais très vite elle va se rendre compte que ça l'amène à rien. Elle va plutôt du coup aller se renseigner auprès d'un de ses anciens amis, Tigré, qui est un ancien catcheur et ami de El Diablo. Son famille, c'est Dragon ou pas? Non. Très bien. Mais c'est très drôle, j'aime beaucoup Ben. Tu fais des progrès. Oh, je l'ai. J'ai écouté le cinéma. Ouais. Et donc, elle va non seulement vouloir en savoir plus, mais elle va aussi vouloir prendre un petit peu la relève de son père. Elle va vouloir se mettre au catch. Et elle va vouloir prendre Tigré comme c'est. Tigré, dans tout ça, c'est un personnage déjà que tu es content de retrouver, enfin pour moi, parce que dans Fuka, c'est un personnage que tu apprécies autant que la plupart des luchadors que tu rencontres dans. Mais surtout, en fait, il a une fin très malheureuse, puisque tu as un préquel à la fin de Mutafukaz qui nous raconte son histoire, qui est ultra malheureuse, en fait. Il est pas signé à résidence, mais il doit prendre des médocs, il perd son pelage, il perd la santé. Donc là, tu le vois revenir, t'es trop content. C'est un personnage cool, tu sens le vieux grincheux, lui c'est clairement l'ancien monde, des vieux réflexes qui touchent pas à la technologie et tout ça. Elle, c'est le nouveau monde avec une vision un peu plus progressiste. C'est deux mondes qui s'affrontent et qui en même temps
ultra tendre. T'as vraiment une alliance entre ces deux personnages qui est ultra émouvante. Tu vois ce gros baraquet que tu as l'habitude de voir comme une montagne de muscles, enfiler ses petites lunettes, avoir une tête ultra mignonne. Le choix de Guillaume Singelin pour ce dessin est justement assez ouf. Ouais, c'est vrai. C'est non seulement il dessine comme un dingue, mais en plus apporter justement cette tendresse dans cet univers, c'est exactement le dessinateur qu'il fallait. D'un seul coup, Tigré, il prend une allure de petit personnage kawaii. Et puis il est tout mignon à essayer de découvrir son smartphone et tout ça, c'est assez chouette. Et du coup, Lobaloka, donc 4 issues sortis pour le moment. Il y aura très certainement une intégrale qui va sortir comme ils ont l'habitude de faire. Ils n'ont pas encore indiqué de date de sortie. Il y en a 6 en tout, je crois. Il y en a 6, ouais. Comme Puta Madre. Donc il y en a. Alors je sais pas si les dates vont continuer à correspondre, mais en gros la 5 devait sortir le 17 avril et la 6 le 19 juin. Juste pour info, la première issue est sortie avec un genre 2 € de plus et il y en avait pas assez. Donc ce qu'ont prévu le Run et Guillaume Singelin, c'est que pour la 6, il y aura de nouveau un fourreau disponible en plus grande quantité pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir et du coup sauter dessus dès que vous pouvez. Précommandez-le auprès de vos libraires si vous si on saute dessus, on va l'abîmer quand même, donc si on l'achète, on va pas, c'est pas très... Enfin, bref. Mais bon, en gros, c'est c'est à la fois une histoire ultra touchante et émouvante de personnages qui ont des problèmes. Le Guada, tu la relis énormément avec l'histoire de son père. T'as l'impression en fait que les deux histoires c'est à peu près les mêmes, mais qui à chaque fois évoluent différemment. Guada, elle s'en sort finalement assez rapidement avec ses problèmes de justice, alors que son père il va se taper 7 ans en prison. D'autres époques. Ouais, 2 univers très différents. Et pourtant, il fait le choix vraiment. J'ai l'impression, en tout cas, de mettre en parallèle ces 2 univers et de les faire diverger. Et ces deux personnalités, donc celle de El Diablo et celle de Guada, qui sont assez identiques et qui évoluent différemment et qui vont avoir elle va avoir une autre destinée. Et ça, c'est assez chouette aussi. Et avec pareil des erreurs pas identiques. Les deux ont un vrai problème avec les règles en général. C'est très très cool. Je le conseille énormément. Grégo, est-ce que tu étais au fait de tout cet univers autour de Mutafukaz et qu'as-tu pensé de Lobaloka ? Alors, moi j'étais au fait. Même si ça remonte à loin déjà, Mutafukaz, je crois que ma dernière lecture elle a bien 6 ou 7 ans. Moi globalement le Mutafukaz je l'avais suivi depuis le tout début, je crois. J'avais dû acheter le tome 1, j'avais dû attendre le tome 2 avec impatience. En fait j'avais attendu chaque tome avec impatience et je me rappelle du coup à la fin d'avoir vu un petit peu monter cet univers qui se promettait très très riche, avec justement tous ces personnages issus de la culture de la lucha libre, etc. Et ça, moi, c'est ce qui me faisait excessivement envie dans Mutafukaz au fur et à mesure que les tomes paraissaient et puis que les runs publiaient ses artworks, etc., ses recherches. Tu sentais qu'il avait un vrai désir de construire quelque chose de très très grand. Et je me souviens que je crois dans le dernier tome, j'avais été finalement assez frustré de voir la façon dont la fin de l'histoire avait été finalement assez conclue rapidement, quoi. Et moi, je me rappelle être resté beaucoup sur ma faim à la conclusion de Mutafukaz. Donc, j'étais assez content de pouvoir un petit peu me replonger dans cet univers-là qui, pour le coup, je trouve est super bien respecté. Dans l'ambiance, mais aussi dans le trait qu'apporte Singelin, dans le souci du détail, dans vraiment, tu sens qu'il y a un gros travail, je pense, de recherche et de construction un petit peu des ambiances. Et puis après, pour l'histoire, ça se lit super bien. Hein, c'est un petit bonbon là. Tu plonges facilement dedans. Les persos sont attachants. L'univers est toujours un peu cool parce que tu te demandes toujours comment il s'appelle le tigre déjà, Sam? Tu l'appelais Tigré, c'est ça? Tout simplement. Ouais. C'est El Tigré, c'est ça?
Non, c'est tigré. Juste tigré. Juste tigré. Ouais. Okay. Bon, bref. Mais du coup, tu te demandes toujours si c'est un vrai tigre ou juste un masque. En fait, je crois que c'est un vrai tigre, hein, comme dans Mutafukaz, ils avaient un petit peu des têtes aussi bizarres. Enfin bref, du coup, c'est un univers moi que j'aime bien, un peu fantaisiste comme ça et qui arrive à te poser une grosse ambiance. Bref, je valide et je dirai la suite. Du coup. Et toi, Ben, est-ce que tu suis Guada De la merde en branche. Est-ce que tu la suis sur Instagram? Non, pas du tout. Est-ce que tu as vu ce qu'ils ont créé autour d'elle? Ah, c'est dommage. Ils ont intégré le personnage dessiné dans des vraies scènes. C'est cool. Je savais pas. Écoute, je vais y aller expressément quand j'aurai fini de parler. Je n'ai pas. Savoir jamais. Ah, ça va jamais. Je n'ai pas lu Mutafukaz. Enfin, si j'ai dû lire le début pour faire plaisir à Sam, mais après, j'ai pas fait. Non, c'est juste que vu que c'est un gros morceau, je n'ai pas pris la peine de tout lire. Par contre, j'ai vu le film. Enfin, je connais un petit peu l'univers de Mutafukaz, mais il me manquait des éléments. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas grave de ne pas connaître à fond, même si à l'image du Black Hammerverse, c'est toujours mieux si vous lisez parce que c'est de la qualité. Mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Vous pouvez complètement rentrer dans l'Obaloka. C'était mon cas. Le personnage en tout cas de Guada était attachant dès le départ et ça pour moi c'est quand même très important de pouvoir s'attacher au perso dans les premières pages alors que comme on l'a dit la première scène ça commence comme un teen movie et moi ça m'a un peu surpris parce que je pensais que ça allait être directement un truc de lucha et de baston. C'est une scène de coït, hein, on peut en parler. Oui, voilà, tout à fait. Mais non, ce qui est cool c'est que du coup ça permet de perso dans sa vie de tous les jours que c'est juste une adolescente, de voir pourquoi elle est énervée, de voir que elle avait un peu une vie de merde même si sa mère fait tout ce qu'elle peut pour s'occuper d'elle, etc. Donc du coup voilà, je me suis attaché au perso directement et aussi et ça pour moi c'est un truc, c'est une des grosses forces de Mutafukaz et du label 619 par extension, c'est toujours cet univers et cette ambiance un peu américaine, mais il y a aussi un peu du japonais dedans. Enfin, tu vois leurs influences, on en avait déjà parlé avec Guillaume Singelin, mais t'es en plein dedans. Tu vois très bien que c'est une teuf à l'américaine avec des quarterbacks qui boivent de la bière, mais la bitch du lycée, elle a un nom. Enfin, tu vois, il y a vraiment un genre de mélange vraiment habile et très agréable. Donc voilà, j'étais vraiment pris dans l'ambiance de ce truc-là. Et après, quand j'ai vu que la structure c'était un peu comme un shonen, enfin c'est un RPG quoi, c'est la jeune héroïne qui est en colère et qui a tout à apprendre, qui va rencontrer le gros sage dans la grotte et qui lui-même a un passé un petit peu douloureux, mais ils vont s'apprendre tous les deux ça marche aussi pour Skull Digger, hein, c'est pas les mêmes aboutissements, mais c'est la même chose, c'est une jeune personne qui en a chié, qui rencontre quelqu'un qui en a chié aussi, et du coup ils vont grandir ensemble, et ça va être très très intime, et on va vraiment se prendre d'émotions pour ces deux-là. Et puis je mettrai aussi un petit big up à l'action, parce qu'on a dit que c'était un truc sur le catch et tout. Ça m'a parlé de la baston d'intro dans le lycée avec les meufs qui faisaient chier Guada. Dès le départ, pour moi Singelin c'est un tueur dans tout ce qui est action. Il arrive vraiment à rendre ses cases hyper dynamiques, et son autre force pour moi, au-delà vraiment de son trait propre, qui vraiment il a un style à lui, c'est que c'est un maboule des détails. En fait, je l'avais déjà dit pour PTSD, mais il bourre ses décors de détails, de petits trucs qui font vraiment toute la différence. Tu vois, quand certains dessinateurs qui vont pas faire des décors dégueulasses, mais qui vont faire un décor un peu stylisé ou minimaliste ou des trucs comme ça, lui il est vraiment dans le détail, les petits trucs qui font partie de la vie quotidienne, et ça rajoute aussi au côté un petit peu, je disais, américain-japonais, où t'as toujours je sais pas, des baskets quelque part, un distributeur de boissons, des tags sur les murs. Enfin, je pense, pour rejoindre ce que je disais sur l'action, je pense qu'ils sont dans une épicerie, et en fait elle se fait braquer et les mecs se font défoncer, ils sont foutus dans le décor, il y a 1 million de trucs qui volent dans tous les sens. Enfin, je trouve que cette richesse elle est vraiment importante, et elle t'embrasse pour que tu sois vraiment dans l'univers du truc et que tu sois en plein milieu, quoi. C'est peut-être un hommage aussi au personnage dont il est question, à savoir El Diablo. Peut-être que El Diablo est dans les détails. Oui, c'est vrai. Mais il ne s'habille pas en Prada par contre. Ça, faut bien le dire. Donc voilà, et c'est très violent. Enfin, c'est-à-dire que les bastons sont vraiment hyper vénères. Même le catch et tout, c'est très violent. C'est pas gore, mais c'est violent.
et c'est un peu grossier entre guillemets. Il y a des doigts, des trucs comme ça, mais c'est jamais vulgaire en fait. Ça, c'est toujours, ils arrivent toujours à être sur la corde, à jamais passer dans le vulgaire gratos et tout. Donc c'est toujours hyper maîtrisé. Je trouve ça taré et voilà, je suis d'accord avec mes deux petits camarades. C'est vraiment un truc super. Une héroïne forte, un tigré, il est vraiment hyper attachant. Et puis voilà, il y a cette espèce de shonen où l'héroïne va grandir et on a hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Enfin, moi j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Sam, un petit dernier mot? Déjà dire que Mutafukaz, puisque Grégo, tu disais que tu étais un peu sur ta fin sur Mutafukaz, il y a un deuxième arc qui est en préparation. Pour dire aussi que du coup, on avait fait une interview de Run qui est sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, là, dans l'émission 99, on avait Guillaume Singelin à notre micro. Et c'était très intéressant de l'écouter parler. Et puis j'avais envie, moi, Nivray, je sais que tu l'as lu, d'avoir ton point de vue du coup sur ce personnage féminin et sur cet univers. Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'avais pas lu Puta Madre à l'époque, j'ai pas une grande connaissance de l'univers de Mutafukaz à côté, j'en ai lu quelques-uns, j'avais vu le film, et du coup effectivement comme disait Ben, c'est pas nécessaire de connaître Mutafukaz, c'est quand même un bonus d'avoir lu Puta Madre, et d'ailleurs je le conseille puisque ce comic c'est vraiment très très bon. Après sur le Baloka, j'aime beaucoup le personnage, je suis une adoratrice des dessins de Singelin et c'est un bonheur vraiment à chaque page, j'adore vraiment ça. Elle est physiquement incroyable. Et par contre, l'histoire, là, effectivement, on arrive à la 4e issue et je trouve qu'on est un petit peu dans le ventre mou. Tu sais, on a envie d'action, on a envie de quelque chose et c'est émotionnel quand même là. Ouais, mais je suis très curieuse en fait d'avoir le final parce que c'est... Ouais, justement, t'as beaucoup d'émotions, mais peut-être pas trop, mais je sais pas, j'ai envie d'action. J'ai vraiment envie d'action. Mais non, ça reste toujours cool. Il y a des pages qui sont juste... des cases, pardon, qui sont juste magnifiques. Où j'adore me poser dessus et juste regarder le détail. Et... Ouais, non, vraiment très plaisant. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce qu'ils ont fait là-dessus. Et je suis très triste d'avoir raté la sortie de la première issue avec le petit... je sais pas comment vous appelez ça, là. Le fourreau. Mais tu vas l'avoir avec l'issue 6. Et il y aura aussi le sticker avec la Madone, non ? Je sais pas. Ils ont pas. Je voulais juste rajouter un truc sur les persos féminins parce que Sam, tu posais la question. Il y a un truc qui est hyper plaisant et ça, c'est avec le style de Singelin. C'est que, alors, ok, on est dans du catch, de la lucha et on est sur des personnages type latino. Donc, en général, c'est des persos qui sont dessinés avec des formes. Mais je trouve que les personnages féminins, même les personnages non latinos, sont vrais. Enfin, moi, j'adore les formes de ces persos. C'est pas des meufs maigrichonnes ou des meufs qui ont juste des gros seins et tout. C'est des persos sexy mais forts. Et je trouve c'est des hanches, quoi. Ouais, mais c'est trop bien. Enfin, j'adore. C'est trop cool, quoi. Les persos sont trop cool, quoi. Et juste pour redire, sur le séquençage, en fait, chaque issue, c'est vraiment une part de l'histoire, c'est vraiment bien coupé comme un chapitre. Je sais que Run, en parlant de Puta Madre, lorsqu'il avait sorti l'intégrale, il avait dit faites bien des pauses entre chaque chapitre quand vous le lisez, parce que chaque chapitre se lit vraiment à part entière, quoi. Et ils ont besoin peut-être un peu de respiration aussi. Du coup, le rythme de parution qu'ils ont voulu mettre en place, ça joue aussi de ça, de ce besoin de respiration entre chaque. Et je pense que pour le Baloka, il redira la même chose, parce que je ressens la même chose. T'as un séquençage, je m'y attendais pas du coup à la fin de l'issue 1. C'est vrai que l'issue 2, t'as une coupure, tu passes à quelque chose, l'issue 3 pareil, et ça évolue, tu vas vers quelque chose, mais avec vraiment une narration complète sur chaque. Par contre, question Sam, Puta Madre, c'était en espèce d'issue comme ça ou pas ? Ouais, il y a eu la même sortie. Mais il n'y avait pas eu le fourreau. Ouais. Eh bien, merci pour ces belles chroniques. Si vous avez des questions sur les revues, n'hésitez pas à en parler sur le BCC ou sur Twitter. On se retrouve après ce petit jingle pour la suite de l'émission. Avant de démarrer le focus, je voudrais rappeler aux habitants confinés de Balaiseau, Billecu, Chamol, Chaux, les Crotenay, Courbette, la Chapelle-sur-Furieuse, le lac des Rouges Truites, Long-Cochon, Loul, Menoteil, Petit Noir, Pleur, Poix de Fiole, Ravillol, Saint-Amour, Verge, et Vulvose. C'est impossible, tu les as inventés tous. Ah non, on sait que vous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Comics Podcast, Facebook,
le Booyah Comics Club et tous les groupes. Non, il n'y en a qu'un seul en fait. Hein. Oh oui. Restez sur le Booyah Comics Club. Et aussi sur Instagram, Comics Outcast. On fait coucou à la librairie papeterie des Arcades à Lons-le-Saulnier qui semble avoir un bon rayon de BD et de comics. Alors elle est fermée en ce moment, mais dès que la crise est finie, foncez pour la soutenir. Merci à vous de nous suivre et d'avoir pensé à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Oui. Revenons au focus. Sam, je te donne la parole. On va parler famille, science, voyages spatiaux et temporels. Pas temporel. Ah mais... Ouais, ok, je vois ce que vous voulez dire. Spoiler. Et bah du coup, moi, je vais vous parler de Black Science. Alors, pourquoi je vous parle de Black Science déjà ? Parce que le 28 février dernier, le tome 9 est sorti chez Urban, que le tome 9 qui conclut du coup l'histoire. Le TPB numéro 9 est sorti le 30 octobre 2019. Et l'issue numéro 43 qui a conclu cet arc qui a commencé le 27 novembre 2013 s'est conclu le 25 septembre 2019. Donc une grande aventure. Pour rappel, Black Science c'est écrit par Rick Remender et dessiné merveilleusement par Matteo Scalera. Et rapidement, Rick Remender c'est qui c'est un petit gars qui est né le 6 février 1979. C'est donc un versonaute, peut-être, aux États-Unis, à Portland, dans l'Oregon. Il grandit à Phoenix, en Arizona, un État d'Amérique dans lequel Arizona. Ça, c'est oui. Ah, merci. Non. Là, direct. Il fréquente l'école graphique de Joe Kubert. Mais il ne restera pas longtemps car il ne s'y sent pas à l'aise. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant à noter. Peut-être qu'il avait une mauvaise chaise ou il avait mal au dos, peut-être ou... Peut-être, ouais. Okay. Bien. Il faut savoir qu'il a débuté sa carrière en faisant des stages dans l'animation. Il a bossé notamment sur Le Géant de Fer, Anastasia ou Titan AE. Et très vite, il commence son premier comics en co-créant avec Harper Jayton et Rory Hensley. Captain Diggleberry, vous m'excuserez à mon accent, une série de comics humoristiques qui sera publiée au bout de 4 issues par SLG Publishing. Voilà, après, il a sorti tout un tas de titres, notamment Sea of Red, Stranger Girl, Fear Agent, qui a commencé en 2005, qui s'est terminé en 2011 et qui a eu une réédition en format omnibus là, chez Akileos au début de l'année. Si je me trompe pas. Ça c'est taré de ouf, il faut y aller. C'est taré de ouf, ouais. Ah ouais. Gigantic 2008 à 2010, Black Science donc on vient de le dire de 2013 à 2019, Deadly Class qui est pareil une super série qui a commencé en 2014 et qui est toujours en cours, Low qui est la deuxième série qui vient de finaliser là, je crois que la dernière issue sort là dans les semaines à venir si je dis pas de conneries. Low que Lulu va lire 2 fois je pense. Oh, allez, très bien. Tokyo Ghost. Ça y est, je l'ai aussi. Qui a une histoire courte qui est sortie en 2015 et finalisée en 2016. Seven to Eternity, qui a commencé en 2016, qui est toujours en cours. Qui est je veux trop le lire. Ah ouais, j'ai lu le premier et c'est l'un des rares de Remender auquel j'ai pas du tout accroché. Ah. Je sais pas, peut-être que on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et Death or Glory, qui pareil est toujours en cours, qui a commencé en 2018 et si je dis pas de conneries, devrait finir dans pas trop longtemps. Il me semble que Bengal avait dit qu'il se jouait en 2 arcs. Voilà, et puis au-delà de ça, il a bossé sur énormément de Marvel, notamment des X-Men What If, du Wolverine, du Deadpool, du Uncanny X-Force, du Punisher, du Dark Reign, du Venom et j'en passe. Il a bossé un petit peu chez DC aussi, etc. Matteo Scalera, c'est un tueur. Voilà en gros. En fait, il dessine pas, il tue vraiment des gens. Il tue vraiment, et puis du coup, ça fait des planches, et ça, c'est assez classe. Dean White quand même, parce que déjà on parle jamais des coloristes, mais là je suis désolé, oui. c'est important parce qu'il mais il n'est pas tout le temps là, si je ne m'abuse. Bah, qui fait les couleurs si c'est pas lui? Alors, parce que moi j'ai pas tout lu. C'est pas lui le coloriste attitré. Je vais chercher pendant que tu parles. Moredo Dinizo sur les T9. Ouais.
Donc Dan Wright, effectivement, sur le 2, non, Moreno, il est sur le 7. Ok, bon, c'est en fait, Moreno, c'est à partir du 3e marque, en gros. Ok, bon, big up au coloriste, en tout cas. Et Dan White, c'est à partir du premier. Et oui, les deux font un boulot de ouf. Ouais. Assez différent, d'ailleurs, et en même temps, qui se marient bien. La transition de l'un à l'autre s'était faite de façon assez classe. Assez et logique. Ouh. Tu suis Deadly Class ? Je l'ai. Pas du tout. Tu es dans le tort. Donc voilà. J'aime bien de Donny Cates. Oh, en même temps. Bon, on avance ? Oui. Ouais. Donc en gros, Black Science, ça parle de quoi ? On commence notre histoire par une sorte de course-poursuite effrénée de Grant McKay, qui est un dimensionnaute, clairement un scientifique anarchiste dimensionnaute, qui a créé un pilier et qui lui permet, donc ce qu'il appelle un pilier, un engin qui permet de passer d'une dimension à l'autre. Et donc là, le problème, c'est que dès le début, ça couille, parce que leur pilier est bousillé. Ils se sont retrouvés embarqués, lui, son équipe de recherche, mais également son directeur de recherche, qui n'avait rien à faire là à ce moment-là, ainsi que ses 2 enfants, dans une dimension parallèle. Et donc Grant McKay et Jen, une de ses collaboratrices, courent. Ils sont partis chercher un liquide de refroidissement, entre autres ici de l'eau plutôt pure et fraîche, pour pouvoir faire fonctionner le pilier avant qu'il ne reparte, parce que il a un temps donné entre chaque saut, un temps aléatoire qui va changer dans chaque saut. Donc jusque-là, ça nous fait pas mal penser à du Sliders. Et ça va être pas mal ça en fait sur les 3 premiers arcs. En fait, on va passer d'univers en univers dans un monde. On va passer de dimension ultra dangereuse en dimension ultra dangereuse. On va être dans le rush permanent pendant 3 arcs, donc un paquet d'issues. Je vous laisse faire le calcul. Et Sliders, c'est avec du budget donc. Ouais, avec plus de budget que Sliders. Ça avait du charme. Ça avait du charme, j'ai aimé jusqu'à un bon moment. Et donc, tu as toute cette équipe, tout un panel de personnages assez cool et assez construits, tous plus les uns que les autres, très profonds et très charismatiques. Tu as notamment donc le Grant McKay, mais donc tu as également avec lui Nate McKay et son fils. Pia McKay, sa fille. Donc son fils, il a, si je me trompe pas, 12 ans au début de l'histoire. T'as Pia qui a 18 ans tout juste. T'as Kadir Aslan qui est donc un peu le protagoniste, au moins au début, et puis de façon un peu répétée dans l'histoire, qui est donc le superviseur de Grant McKay. On l'apprendra assez vite, c'est lui qui a saboté le pilier, pensant que, soi-disant, après... tout se complexifie énormément dans l'histoire, mais pensant soi-disant qu'il n'y aurait personne au moment du fonctionnement du pilier et pensant du coup juste le pirater et le détruire. On a Rebecca, qui est la maîtresse de Grant. Donc on commence déjà à avoir des chemins un peu compliqués entre la maîtresse qui est là avec les 2 enfants dans des univers parallèles. Oui, elle est scientifique aussi quand même, faut préciser. Elle est scientifique, tout à fait, oui. Oui, c'est pas juste sa maîtresse. Oui, non, c'est... Elle n'est pas que ça, effectivement. Elle est l'une des collaboratrices. Je vais commencer d'abord par les collaborateurs. Donc, tu as Rebecca, tu as Grant et tu as Sean, qui est un des protégés de Grant, qui est un mec très cool, qui fait des blagues pourries tout du long. Assez sympathique. Il me fait beaucoup penser à Ben Rhodes. D'ailleurs, il est chauve et barbu. Excellent chauve. Ouais. On a Jen qui est donc une des collaboratrices qui meurt dans les 3 premières pages. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir dans Black Science. On n'a pas peur de tuer des gens, énormément. Et on a, au-delà donc de ces personnes, on a donc comme je le disais Kadir, mais également l'assistante de Kadir, c'est-à-dire Chandra. Et enfin donc les 2 enfants et Ward qui est le chef de la sécurité. Tellement bon perso. Ouais. Beaucoup de personnages attachants, même parmi les antagonistes. Et donc voilà, on va partir dans des univers où vraiment ça va foncer, ça va rusher de dingue. Clairement, ça passe le test Z2E de ouf.
Et ça pose aussi un petit peu la difficulté, ça pose un questionnement sur le principe Z2E, c'est-à-dire qu'en effet, en 3 issues, on est à fond dans l'histoire. Et pourtant, le début ne va pas refléter la série dans sa globalité. Black Science, ça va parler avant tout, comme tu le disais, Nivrae, de famille, mais aussi de psyché, de personnes, de psychanalyse, les personnages. Donc régulièrement, en fait, on est dans les chapitres, on est du point de vue d'un personnage, donc on a sa voix off en même temps que ce qui se passe en même temps. Ça, c'est hyper important. C'est ce que je disais tout à l'heure sur Skulldigger, c'est trop bien. Ouais. Et ça construit tout parce qu'en fait, on se rend très vite compte que la plupart des personnages sont assez égoïstes, voire dans le cas de Grant McKay, de narcissique. On voit pas seulement ce qu'il voit sur le moment, c'est vraiment une introspection des personnages. Et l'arc 4 est une rupture complète dans l'histoire, puisqu'on va se retrouver dans un univers beaucoup plus calme d'un seul coup. Tous les personnages sont séparés, perdus dans l'infinivers. Et Grant McKay se retrouve dans une planète monde, où c'est un dieu monde qui est là, qui est présent. Et Grant McKay est perdu là-dedans. Il a perdu la mémoire. Il fait réellement sa psychanalyse et on vit dans sa psyché, dans son univers. Et ça va être beaucoup ça tout au long. C'est des chapitres comme celui-là vont revenir très régulièrement. Et c'est vraiment fourni, c'est vraiment chouette. Je sais pas jusqu'où je vais dans ce résumé de l'univers. On peut peut-être déjà en parler. Je pense de tout raconter parce que, on peut parler de l'essence du truc. Ouais. Je pense qu'effectivement, Sliders, ça nous vient tous en tête, pour peu qu'on ait eu la télé à ce moment-là. Mais c'est une bonne analogie. Après, là où Sliders, c'était juste, pour moi, une récréation, il n'y avait pas vraiment de discours. Alors, c'était un peu émotionnel de temps en temps, parce qu'on s'attachait au perso. Mais ce que je trouve d'hyper cool dans Black Science, c'est que Reminder, il arrive vraiment à faire deux utilités à son comics, deux plaisirs. C'est que déjà ça lui permet de laisser libre cours à son imagination et de créer une tétrachée de trucs trop cool. Tu vois, on en parlait pour Spider-Verse, mais là c'est vraiment un autre niveau, quoi. C'est la créativité à toutes les pages à chaque fois qu'ils sont dans un univers, que ce soit les créatures, les paysages, les modes de vie, les langages. Il crée vraiment à chaque fois des petits univers vraiment qui se suffisent à eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment la récré, et en même temps, on est dans la science-fiction pure, et à la fois, il arrive à créer des dangers, des situations de merde dans lesquelles ces personnages vont grandir et vont se développer, et c'est comme ça qu'il va raconter. Tu parlais de psychologie et de psychanalyse, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que plutôt que de nous raconter par des dialogues ou des embrouilles ou même des flashbacks un petit peu compliqués, il va plutôt mettre ses persos à 2000 à l'heure, parce que c'est toujours à 2000 à l'heure, ça s'arrête jamais. Ouais. Il va mettre ses persos à 2000 à l'heure dans des situations de merde où on pense qu'ils vont pas s'en sortir, mais bon, on s'en doute un peu quand même, mais on se dit putain, comment ils vont s'en sortir, et surtout comment ils vont qu'est-ce que ça va changer en eux, comment ils vont grandir, et comment passer l'adversité. Et du coup, il arrive à nous amuser avec ce côté vraiment pulp et vraiment science-fiction, et à la fois à rentrer vraiment dans la psychologie des personnages, avec, tu l'as dit, la narration à chaque fois où c'est le perso qui s'adresse au lecteur, mais c'est comme s'il s'adressait à lui-même. Donc on est vraiment à l'intérieur de la tête des gens. Et dans les personnages, moi, il y en a plus ou moins, je me suis attaché plus ou moins à certains. Ce qui est cool avec Grant, j'ai trouvé, c'est que au début, j'ai cru que c'était vraiment lui le héros et le protagoniste. Ouais. C'est une tête d'affiche. Mais ce qui est cool, c'est que tu l'as dit, c'est que aucun, à part peut-être les gamins, et encore l'ado, elle est discutable, aucun perso n'est manichéen. En fait, même Kadir, qui est un gros pourri et qu'on adore détester, qui est censé être le méchant. Au final, il y a des moments où je vais l'adorer, où putain, mais yes, mec, reprends-toi et tu peux avoir la rédemption. Et pareil, Grant, qui est censé être le héros, le scientifique et tout, quel que soit ce que tu penses le détester aussi. Voilà, quel que soit ce que tu penses de l'adultère, déjà ça commence où il trompe sa meuf, ses enfants ils se sentent abandonnés, et en même temps il c'est un génie parce que c'est lui qui a créé le pilier, mais en même temps il a lâché sa famille. Donc voilà, vraiment tous les personnages sont ultra complexes. Et juste un petit mot sur les enfants, parce que si on parle de Ward, je vais chialer. Ouais. Juste sur les enfants, ce qui est très intéressant, c'est que
pour moi, c'est à eux que le lecteur ou la lectrice va s'identifier le mieux, parce que c'est eux qui connaissent rien de ce qui se passe. Ils viennent d'apprendre le pilier juste avant que ça parte, avant que ça couille au début, comme t'as dit. Ils savent rien du multivers, ils savent rien des relations et des secrets de leur père. Ils vont se sentir complètement largués. Et en fait, nous, c'est notre cas. On va être complètement largués, on va être emmenés dans ces univers. Et en fait, eux, ils vont avoir l'expérience qu'ils vont nous transmettre à nous. Et c'est moi en tout cas, c'est à ces personnages, même si je suis beaucoup plus vieux, c'est à ces personnages, ces jeunes personnages que je me suis identifié en me disant, ok, je suis vraiment à leur niveau. Je connais rien et tout, même si je suis un petit peu plus omnipotent omniscient, parce que j'apprends des trucs dans d'autres pages. Ils sont vraiment très importants, ces persos, et c'est eux qui ont la courbe de progression et de maturité la plus grande, quoi. Donc vraiment, perso attachant, surtout eux, quoi. Et pour moi, du coup, la SF derrière tout ça, c'est juste l'enrobage. Vraiment, le cœur du sujet, c'est clairement les personnages, leur évolution, mais aussi je trouvais qu'il y avait un lien très fort, du coup, avec ce choix de dimension parallèle. C'est du coup, t'as la redondance des personnages qui arrivent et les mêmes erreurs qui sont réappliquées. Et ça faisait un parallèle très intéressant avec les erreurs que ces personnages n'arrivent pas à dépasser et qui refont en permanence, que ce soit dans les différentes dimensions, mais eux-mêmes, ils n'arrêtent pas de se planter. Et jusqu'à la fin, je sais pas jusqu'où t'en es arrivé, du coup, Ben. Moi, je suis en train de finir le tome 3, là. Le tome combien, Le tome 3. Donc, je suis à quasiment à la moitié. Ah ouais. Quasiment au tiers, pardon. Quasiment au tiers. Ouais, mais c'est dense. En fait, je prends. C'est dense, ouais. C'est magnifique et que du coup je suis du genre à être lent pour lire pour regarder toutes les cases et tout, mais aussi j'ai vraiment été surpris. Je pensais vraiment que ça allait être une sucrerie et que ça allait être de la pure SF en mode limite blockbuster, tu vois, pas superficiel ni rien, mais je pensais que j'allais vraiment manger ça comme une sucrerie, et au final c'est hyper récréatif, mais il y a quand même un sous-texte, et je te dis, les persos, moi j'ai vraiment pris le temps de m'attacher à eux, donc j'ai pas envie de, même s'il y avait l'émission et que ça aurait été mieux que j'ai tout lu, j'avais pas envie de bâcler, tu vois, j'ai envie de faire mon temps, donc voilà. Mais je voulais, Grégo il a pas parlé, peut-être qu'il voulait dire un truc. Grégo, non, vas-y, j'allais enchaîner, mais vas-y, termine. Non, vas-y, je t'en prie, t'as pas trop parlé. J'allais rebondir sur justement ce que tu disais, l'aspect science-fiction avec le sous-texte aussi. C'est ça qui est assez cool, c'est que c'est vraiment une série sur un petit peu le questionnement interne et la psychanalyse de Grant McKay, là, qui commence en fait en ayant le sentiment d'avoir certes réussi à accomplir son projet professionnel, je vais dire, à son terme, son projet scientifique, le grand projet de sa vie, mais qui au même moment s'aperçoit que finalement il a tout foutu en l'air du côté de sa famille. Aussi bien qu'il le fait qu'il a abandonné ses enfants, qu'il ait aussi trahi sa femme, et du coup va y avoir énormément de travail sur la psychologie, principalement de ce personnage et des autres aussi. Mais cela dit, ça passe vraiment bien en fait. Jamais en fait on s'ennuie, parce que c'est le genre d'exercice qui est assez périlleux, parce que parfois tu peux passer dans le même le fait que des fois t'as trop de texte, tu dis vas-y c'est chiant, ça arrive d'avoir la flemme de lire. Si c'est pas bien fait, ça peut vite tomber dans l'excès. Et là je trouve que c'est assez c'est parfaitement équilibré en fait. Moi je trouve que ça se lit super bien du coup. Certes, c'est assez long, mais c'est pour ça que moi je pense que c'est un super scénario de science-fiction, une super histoire de science-fiction, parce que justement c'est pas que du blockbuster en fait, qui va te donner à voir. Elle va te raconter une vraie histoire et elle va te poser des vraies questions derrière. Et c'est pour ça que là en fait je l'ai relu. Pour moi il était en pause depuis quelques années et je l'ai repris du début. Mais en fait, j'ai trop envie de voir une adaptation cinématographique de ça, en fait. Toi, t'as tout relu, Grégo ? Non, j'ai pas tout relu parce que la semaine a été compliquée. Mais je suis pas encore à la fin. Mais là, le fait d'avoir replongé dedans, je vais me le finir. Surtout que t'as parlé de choses que j'ai pas encore vues et je veux y aller là. Du coup, Pour revenir sur Emander, ça me rappelle aussi vachement l'eau qui est en pause chez moi, donc je vais le reprendre, mais c'est exactement le même genre de traitement. Il te pose un univers assez fou et il va te poser un sujet c'est assez noir à la base, quoi. Je crois que l'eau globalement c'est dark parce qu'il y a plus du tout d'espoir en fait. L'humanité est en train de mourir au fond de l'eau.
Et globalement, ils sont à quelques générations de l'extinction. Mais t'as, je crois, le personnage principal qui, lui, va avoir toujours cette lueur d'espoir qui va lui permettre de se dépasser et puis potentiellement de faire des grandes choses qui vont, on imagine, aider l'humanité à la fin. Et justement, j'avais lu que Remender, en fait, c'était un mec qui avait tendance à être hyper angoissé et je crois limite à... je sais pas si on peut parler vraiment de dépression avec lui, mais genre très très angoissé en fait, et ça se ressent vraiment dans ses œuvres et dans ce qu'il écrit quoi. En tout cas dans ces deux-là. Il y a un truc, moi j'ai lu la version Urban. Au tout début du premier tome, il y a une préface de lui qui l'explique, ou c'est à la fin, je sais plus. Bon, bref, c'est dans le premier tome. Il explique qu'en fait, au tout début de sa carrière, il faisait des comics à perte, où en gros, avec ses potes, il travaillait jour et nuit, il bossait dans l'animation aussi, tu l'as dit Sam. Et en gros, il faisait des comics, il en chiait pour faire des comics. Et en fait, il s'est juste rendu compte que c'était une drogue pour lui et qu'il était dépendant de ce truc-là et que sa drogue, c'était de faire des comics, de raconter des histoires et que c'est ce qu'il voulait faire, quitte à péter un câble. Et donc, je pense que au-delà du plaisir et du fait que c'est son métier, etc., et que c'est sa raison de vivre, je pense que c'est aussi un exutoire pour lui. Et que en fait, t'as l'impression que via Grant, il fait sa psychanalyse à lui, ou peut-être même il se dispatche dans différents persos, un peu comme des Horcruxes. Tu vois, il fait son truc où en mode il va se mettre un petit peu lui dans tous ses personnages et un peu faire son exutoire et raconter ses trucs. Enfin, ça a l'air vraiment très personnel. Je sais pas si Black Science c'est son truc le plus personnel parce qu'effectivement on en a cité d'autres qui sont très très intimes aussi. Mais tu vois que c'est vraiment c'est fait avec les tripes quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sens qu'il se projette vachement. Tu sens que à chaque chapitre, à chaque monde, tu sens qu'il crée une histoire. Tu sens que le monde, il est pas juste là pour justifier la présence des personnages. Tu sens qu'il s'est passé des choses et tu sens que dans son esprit, il veut te raconter cette histoire-là ou en tout cas, il veut te montrer une partie de ce monde, quoi. Et je pense que c'est comme tu le dis et comme lui le dit, c'est cette passion pour raconter des choses. Là, tu la ressens vraiment, je trouve, dans cette série-là, parce que du coup, il a quartier libre, en fait, quasiment une chose sur deux. On disait que c'était pas manichéen et que chaque perso avait différentes facettes, etc. Sur un personnage comme Grant, par exemple, il va raconter le personnage par l'introspection, la narration, mais qui parle dans sa tête, par aussi ce qu'il a fait aux autres personnages, mais aussi à ses autres versions. Et c'est pour ça qu'on parlait du multivers, de l'infinivers. T'as des trucs qu'on va apprendre sur le personnage, qu'on va voir sur un autre perso qui a une vie différente, mais où tu vas quand même te dire, en fait, si une autre version de ce personnage-là est comme ça veut dire que en lui, il a cette graine. Ça veut pas dire qu'il va le devenir, tu vois, parce qu'après, est-ce que tu crois au destin, ce genre de truc, mais en tout cas, tu te dis, putain, en fait, ce personnage, il est désespéré, ça veut dire que Grant, si on le pousse dans ses derniers retranchements, le Grant que je connais depuis le tome 1, c'est-à-dire que lui aussi, il va péter un câble et tout, et du coup, ça enrichit le personnage à chaque rencontre, et c'est une manière de raconter qui est vraiment hyper smart, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment brillant. Et moi, j'ai rajouté un petit passage, parce que du coup, je me engloutis les 9 tomes en une journée. Et ben voilà, Maxa. Il neigeait. Tu restes chez toi ou quoi? Je vais faire 2 jours, là. Non, mais il neigeait, que veux-tu, du coup, je me suis fait les 9 d'un coup. À l'époque, j'avais lu que les 2 premiers quand ils sont sortis et j'ai découvert la suite juste là en les lisant et c'est fou parce que je pensais vraiment au départ que c'était juste une histoire de SF, une famille qui se baladait d'univers en univers et en fait tu découvres je pense à partir du 3e que c'est juste beaucoup plus profond que ça et j'ai trouvé ça excellent. Le cerveau derrière tout ça est incroyable, la création des univers, des bestiaires, mais aussi la profondeur des personnages, les différents moments des personnages. Enfin, c'est vraiment, vraiment hyper bon. Et le final, il est arrivé trop vite. Parce que quand tu t'enfiles les 9 tomes dans la même journée, bah c'est chaud, quoi. Quand tu te prends le final juste dans la face, tu fais « Oh !» Tu fais « Ça y est, c'est fini ». Tu étais là sur ta tablette, parce que j'ai lu en numérique, et je pouvais plus tourner la page, j'étais au bout, quoi. Spoil pas la fin, hein. Non, incroyable. J'ai vraiment adoré. Non, je spoil pas la fin. C'est juste que tu... Quand elle arrive, tu fais « Ah !» Et puis voilà. Ouais, c'est chaud. Mais non, vraiment, je suis contente en fait que ça ait été choisi pour le focus parce que je sais pas si je me serais relancée dedans en fait. Ah ouais. Et là, ouais, c'est cool. Moi, clairement, c'est un comics que j'adore lire et relire. Je le relis, je pense, depuis le début à chaque fois qu'un nouveau tome sort. Et là, je me suis refait du coup les 9 en 2 jours. Et j'ai vraiment kiffé, ça s'enchaîne. Bon, il y a quelques petits, c'est des broutilles, mais des petites choses qui matchent plus entre ce qui est écrit à un certain moment avec le tout début. Mais bon, on passe au-dessus, ça c'est pas très grave. Mais ouais, Ben, tu disais le lien entre Grant McKay
ces autres versions est intéressante, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, c'est pas simplement ça devient vraiment dingue en fait ce qu'il a construit. Et en gros dans cet univers, chaque dimension parallèle et un choix, une possibilité. Dès qu'il y a une possibilité ou un choix, il y a un nouvel univers, une nouvelle dimension qui se crée. Et à un moment, tu te creuses la tête, tu te dis mais en fait, cet arc-là qui se passe, qui en fait touche plusieurs univers, c'est tout un groupe d'univers. Et en fait, c'est tout ce groupe d'univers qui se duplique pour chaque possibilité. Et c'est un truc tellement gigantesque, tu te perds là-dedans à y réfléchir, quoi. Et à chaque fois, c'est le catalyseur d'une façon de penser. Et c'est assez ouf. Tu disais je sais plus qui disait que ce serait trop cool de le voir en film, mais beaucoup trop dense pour être même en 3 films. Limite, je verrais une série. Après, je sais pas si, tu vois, j'ai parlé des classes sur Netflix, je sais pas si c'est bien adapté. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas le laisser tranquille et ne rien faire? Non, mais il doit y avoir moyen d'adapter. C'est le concept de l'adaptation, tu vois. Je trouve ça un peu limite. Surtout si tu veux mélanger spectacle et écriture, enfin les personnages écrits. Ouais. Je pense. Mais clairement, ou alors une trilogie, parce qu'il y a clairement trois actes bien différenciés, je trouve, dans toute l'histoire. T'as 9 tomes et clairement, tu peux les regrouper par groupe de 3 tomes. Ou 3 saisons. Pas si Adrien sera OK. Ou 3 saisons. Ouais. Mais on l'emmerde, Adrien. Non, il faut du budget. Il faut pas me mettre ça dans une série. Il faut du budget, quoi. Ouais. Pour revenir vite fait sur l'implication de Remender dans ces séries, en effet, dans Deadly Class, tu le ressens aussi énormément dans la plupart de ces séries. Et puis il pose aussi un petit peu des choses qu'il aime un peu partout. Dans Deadly Class, par exemple, il parle énormément de musique. Ses personnages sont très liés à la musique. Ça parle régulièrement, que ce soit dans Deadly Class, il joue régulièrement au jeu de rôle. On sent que c'est un joueur de jeu de rôle. Tu ressens ça aussi dans un chapitre de Black Science. Tu ressens son amour pour les comics à de nombreux moments. Marcus de Deadly Class, par exemple, à un moment bosse dans une boutique de comics, si je ne me trompe pas. Ouais, non, clairement. Il se passe d'ailleurs des trucs très drôles. T'as tout un chapitre aussi qui fait référence à l'univers des comics dans Black Science et dans d'autres de ses projets. Pour revenir vite fait sur l'eau, je sais pas, Grégos, toi, jusqu'où t'en es, mais tu disais qu'il y avait ce personnage, du coup, le personnage principal qui est très optimiste tout le temps. Très optimiste, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais qui symbolise l'espoir dans ce monde désespéré, quelque part déjà perdu. Et le problème, c'est qu'à chaque espoir, en fait, c'est juste une nouvelle façon de te renfoncer un peu plus dans la merde. C'est vraiment très, très sombre, l'eau. De mémoire, c'est ça, ouais. J'ai pas lu encore la fin, enfin, j'en suis pas encore arrivé là. Je m'attends pas à une fin heureuse sur l'eau. Et ben on verra ça quand on fera notre prochain dossier. Focus sur Moi, j'espère que ce sera pas une fin bateau, en tout cas, sur l'eau. On parle aussi vite fait de l'artistique, parce que c'est quand même une belle tuerie. Je sais que Ben, en plus, il avait un petit truc à dire, et je me suis dit, mais mince, c'est un truc à dire, excellent. Sur Discord, de quoi? Qu'est-ce que j'avais à dire? Ben, je sais pas, tu m'as dit, sur l'artistique, j'ai quand même un truc à dire. C'était juste que par rapport à ce qu'on disait au tout début sur la couleur, où c'est quand même très important parce que je sais pas s'il y a une version noir et blanc qui existe, parce que je sais qu'il y a des versions de Seven to Eternity qui existent, mais je sais pas s'il y a une version de Black Science qui existe en noir et blanc, mais je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Sur la colorisation, en fait, je trouve que parfois, alors je prends même pas les couvertures qui sont complètement maboules, on dirait des peintures. Le tout début du tome 1, alors ok, c'est une scène d'ouverture, c'est un produit d'appel, etc. Mais je trouve qu'il est magnifique. La colorisation, elle est vraiment super belle. Le dessin est très défini. Et parfois, un peu après, quand ça commence à aller vers la fin du tome 1, ça devient un peu inégal, où tu as certaines planches qui sont vraiment hyper abouties et d'autres qui sont quand même excellentes, mais où tu vois que le trait est différent. Et je pense que ça se joue sur la colorisation. Je sais pas ce qui a été fait. Je sais pas. Et en fait, je dirais pas que ça m'a gêné ou quoi. C'est pas du tout négatif, mais je me suis dit je comprends pas pourquoi, et du coup ça m'a pas sorti du truc, mais ça m'a fait tilter, quoi. Donc je dis pas c'est pas un point négatif, mais c'est quand même parmi au milieu de cette maestria, si on peut dire, il y avait quand même ce truc là où je me suis dit ok, d'accord. Bizarre que ce soit pas homogène à 100%, quoi. C'est juste ça. Et Ben, dis-moi, à qui conseillerais-tu cette saga comics? Et ben moi, je conseillerais cette saga à plein de gens, même les plus jeunes, peut-être 9-10 ans déjà. Je pense que tu peux commencer parce que. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça te fait marrer?
Moi, je la conseillerais clairement, par exemple, à Rekma, à Pierre Coca. Je pensais que c'était une vraie question. Pardon, excusez-moi d'être intéressant et de ne pas céder facilement à la facilité. Eh bien non, je te dirais que je le conseille à des jeunes lecteurs qui ont 9 ou 10 ans. Voilà. Moi, je trouve ça. Je trouve aussi, parce qu'il y a des trucs très violents. Je les ferai pas lire. Je sais pas, parce que, en fait. Il y a des scènes, c'est hyper violent quand même. Ouais, je sais pas. Mais est-ce que par contre, je pense que Perchac, Lionel et Fanny, Fred Lieto aussi, je pense qu'il aimerait bien. Non, mais ça, c'est la facilité. Vous faites ça. Allez-y, dites toute la liste tant que vous y êtes. Non, mais pour revenir vraiment, je pense que c'est 9-10 ans, c'est très jeune, rien que pour les aspects psychanalytiques qui nous intéressent en tant qu'adultes, mais vont vite ennuyer les enfants. Ah, peut-être, effectivement, la double lecture, effectivement, peut-être. Et bien, peut-être que j'aurais dû juste répondre à la perche tendue de merde. Et dire quelle agressivité chez cette personne qui n'a pas de cheveux. Christophe Wellens, Caraxo, Pigmore, Yagbak, Yannick C, Chloé Dutillo ou Alexandre Nicolas peuvent apprécier ce genre de lecture, par exemple. Non, j'ai même pas suivi. T'as pas vu où est-ce que t'avais commencé? Eh ben voilà, j'ai commencé par ça. Je dis, tu parlais de perche tendue, moi j'ai même de perchac tendu, puisqu'on l'a oublié. Excellent. Est-ce que Adrien nous fait un petit jingle bouche du hors les bulles? Putain, je commence à être perdu dans les jingles. Attends, ça fait... Je reconnais pas du tout. Le si bémol, tu l'avais pas là, par contre. Ah, c'était oui. Alors, avant de se lancer dans le hors les bulles consacré à la série animée Harley Quinn, un petit mot concernant le Patreon. Vous le savez, depuis maintenant 7 mois, nous avons lancé un Patreon pour soutenir les émissions du vaisseau Hyper Sans Sas, notre collectif de podcasts incluant Comics Podcast, Whisperos et Le Défaussé. Grâce à ce Patreon, nous sommes désormais dans un studio pour enregistrer. En fait, ce soir, on n'est pas du tout dans le studio parce qu'on est sur Discord. Mais vous savez quoi, les patronautes sont là. Vous les entendez pas, mais eux nous entendent. Ils ont des accès privilégiés. Et ce soir, ils sont là dans le chat et ils discutent avec nous pendant qu'on leur parle. C'est quand même vachement agréable. Sur patreon.com/vaisseau-hyper-sans-sas, vous pouvez nous aider en filant $1, $3, $5, ou même $10. Avec plus d'argent dans la cagnotte, on pourra continuer à upgrader les micros, vous accueillir dans notre magnifique studio, mais aussi accueillir d'autres podcasts à la rentrée, se déplacer dans la France, même rembourser les trajets de nos invités. En échange de vos participations, on vous invite, bien sûr, sur le Discord, mais aussi dans le studio. Vous aurez accès à des bonus exclusifs, des fichiers exclusifs. Il y aura des tirages au sort avec des cadeaux, plein de choses. Et entre autres, on citera vos noms de manière tout à fait naturelle pendant l'émission. Voilà, donc si vous voulez nous soutenir, c'est sur patreon.com/vaisseau-hyper-sans-sas. On reprend le hors les bulles. Elle est née dans un dessin animé, elle a désormais le sien rien qu'à elle. Ben, je te laisse la parole pour nous parler d'Harley Quinn. Ah, moi j'ai rien vu. Faux, bien sûr, blague, exactement. Je me suis souvenu dans un coin de ma tête qu'il y a déjà quelques temps que j'entends que du bien de cette série, de ce dessin animé. J'avoue que moi perso, j'ai pas des bonnes expériences avec les dessins animés DC jusqu'à maintenant, même si c'était plus des films que des séries. Du coup, j'étais là, oui, ok, bon, Harley Quinn, elle est cool et tout, mais je suis pas sûr, je suis pas chaud. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que après Suicide Squad, le seul truc bien de Suicide Squad, c'était Harley. Oui, non, même s'ils ont eu un Oscar pour les maquillages. Du coup, voyant ça, Warner et DC Entertainment se sont dit putain, Harley Quinn elle a quand même du succès et tout, c'est trop de la balle, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est faire des projets. Et donc ils ont fait Birds of Prey, dont on a déjà parlé dans cette émission. Et l'autre projet, en tout cas qui pour l'instant a abouti, c'était cette série animée qui était prévue avec 26 épisodes. Donc là dans cette saison 1 on en a 13 et donc il y a une saison 2 qui est prévue là, qui sort le mois prochain. Donc on aurait pu mieux se coordonner pour faire les 2 saisons d'un coup, mais non. Et en gros ça, la grosse différence pour moi avec que ce soit les films d'animation DC ou les séries comme Teen Tango, les trucs comme ça qui sont ça pour le coup de la qualité, mais qui sont plus sur de l'humour jeunesse, etc. Là, dans une version qui s'inscrirait plutôt dans, je vais pas aller jusqu'à Rick and Morty parce que c'est beaucoup plus trash, mais tu vois, cette série, elle est diffusée sur Adult Swim au Canada, je crois, et pour moi, c'est vraiment une série qui pourrait être sur Adult Swim partout dans le monde. Pour le coup, elle est sur DC Universe parce que c'est propriétaire, mais je trouve que elle se démarque par son ton très léger, mais léger dans le sens, il y a des blagues humour noir, il y a des blagues trash, c'est gore visuellement aussi, le character design est assez cool, mais ils se retiennent de rien.
Du coup, c'est ça pousse beaucoup plus loin qu'une série classique comme la série animée Batman, par exemple, qu'on avait à la télé. Mais ça se permet vraiment de partir en vrille, d'avoir des persos complètement déjantés, et pas que Harley Quinn, parce que ça aurait été facile qu'il y ait que ce perso qui soit complètement flingué et que tous les autres soient rigolos. En fait, tous les persos partent en vrille, personne ne se prend au sérieux, et c'est complètement trash. Donc moi j'ai été très surpris par ce truc-là parce que j'avais rien vu. Il y a des trailers qu'on tournait un petit peu sur internet avant que ça sorte et tout, j'avais rien vu, et donc au premier épisode je me suis dit ah ouais, ok, d'accord, en fait je sais pourquoi les gens disent que c'était bien, c'est parce que c'est complètement what the fuck, quoi, et je trouve ça super. C'est très adulte en fait. Enfin, tu t'attends un truc un peu enfantin. Faut pas trop le montrer aux enfants. Ouais, bah, dès le premier épisode, tu fais wow, ah ouais, quand même. Tu fais ok, les premières minutes, c'est un peu, il y a des morts et ça explose. Pour la petite histoire, moi je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et franchement, j'y allais un peu à reculons. Harley Quinn à la base, c'est pas ma tasse de thé. Pardon Zef si tu m'écoutes. Mais ouais, j'y allais un peu à reculons et j'ai failli le regarder avec mes gamins parce que pour moi, ça allait être dans la suite du dessin animé des années 90. Et quand j'ai vu, ne serait-ce que, je crois que c'est même pas 2 minutes, hein, c'est au bout de 5 secondes, t'as déjà Harley Quinn qui dit fuck, 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 et tu fais waouh, c'est quoi? Oui, qui pète une jambe avec l'os qui sort et tout. Voilà. 2 secondes après, t'as une fracture ouverte qui pisse le sang. Tu fais ok, d'accord, je vais regarder ça tout seul. Et voilà, donc il y a un petit trigger warning quand même sur la violence. Oui, là je le conseille pas aux 9-10 ans par contre. Voilà. Black Science. Non, du coup c'est une super surprise. Ah alors oui, pardon, j'ai pas parlé du pitch parce que même si on connaît le personnage, il y a un truc qui est toujours casse-couille avec Harley Quinn, c'est qu'elle est toujours du Joker, hein, depuis sa création dans la série animée. Et là, dès le départ, justement, le postulat de base, c'est Harley Quinn qu'on a marre, qui veut s'émanciper, qu'on a marre d'être dans l'ombre du Joker, qui en fait l'en empêche parce que c'est un pervers narcissique, et du coup elle décide de l'envoyer bouler et de s'émanciper. Et du coup c'est assez marrant parce que visuellement elle passe de la Harley Quinn justement de la série animée où elle est en Harley rouge et noir, et elle prend le design plutôt des comics récents et justement de Suicide Squad, le film, avec les couettes roses et bleues. Et tu vois, elle largue même le marteau au profit de la batte. Et du coup, voilà, le postulat de départ est super cool parce qu'il y a, au-delà du trash et des blagues et du pipi caca et du truc, il y a ce discours de fuck, j'ai envie d'être une héroïne à part entière, c'est pas parce que j'étais un personnage secondaire au départ que je le serai toute ma vie, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Si je peux intervenir, parce que j'ai vu la série. Regardé quasiment juste après avoir vu le film. Et c'est assez proche en fait, c'est vraiment la même histoire d'émancipation de Harley Quinn qui quitte le Joker et après, what else, quoi, tu vois, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et sauf que là, ça prend un chemin un tout petit peu différent parce que le but pour elle, c'est pas de rejoindre les Birds of Prey, mais c'est d'intégrer la Legion of Doom. Le gros gang des super méchants de Gotham, dont elle ne fait pas partie. Il y a vachement de méta en fait sur l'univers de DC, sur la place des femmes, etc. Il y a énormément de références. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Et ça m'a pas mal fait penser, pour ceux qui l'ont regardé, côté DC aussi, à Doom Patrol. Où il y a un ton très irrévérencieux, même des références. Irrévérencieux, merci. Irréférencieux. Allez, les deux. Ouais, il y a un peu on retrouve de l'humour un peu de Teen Titan Go, mais en vachement plus adulte. Et tout à l'heure, Ben, tu parlais d'Adult Swim. En fait, moi, ça m'a un peu rappelé, du coup, certaines vidéos de Robot Chicken. Ouais, complètement. Oui, spécial DC, là. Ouais. Après, tu pourrais même aller un peu côté mature et tout, vers Deadpool. Ouais, complètement. Et puis en plus... je dis tout ça, c'est pour donner des références. Hein. Non, mais t'as raison. Cadrer les gens, c'est pas pour... voilà. Pardon, le côté méta de Deadpool, il se reconnaît aussi dans l'habilité à prendre les persos de l'univers connu et à un peu à les tourner en dérision, enfin pas pour se foutre de leur gueule, mais pour montrer un peu une autre facette. Tu vois, je pense notamment à Gordon qui est complètement dépressif et qui arrête pas de gueuler tout le temps et qui chiale et qui joue avec le bas de signal et tout, alors que c'est quand même un perso respectable et c'est une autorité et c'est un peu le perso intouchable, on peut pas se foutre de sa gueule, et pourtant eux arrivent à se foutre de leur gueule, et c'est vrai que ça fait penser à Robot Chicken, effectivement. Dans ce côté-là, ouais, où ils peuvent prendre un personnage et complètement, tu vois, King Shark qui devient genre une espèce de gros bisounours un peu, juste, il faut pas qu'il s'approche trop près du sang, mais sinon ça va, quoi. Et le voice acting est tel, et c'est Kylie Cook.
qui joue Harley Quinn et elle le joue trop bien. Moi, je suis assez content de la voir là parce que voilà, je vais vous avouer un truc un peu fou, mais j'aimais bien Big Bang Theory pendant un temps. Et honnêtement, je la trouve cool là-dedans parce qu'en vrai, elle a une vraie force de comédie quand même, et elle est vraiment bien castée, je trouve, dans le rôle. Et comme dit Bastien dans le Discord actuellement, c'est quand même une série qui fait de Kite Man un personnage récurrent, et ça c'est pas rien, quoi. C'est assez incroyable. Et si tu parlais du doublage, et il y a un truc qui est assez cool, c'est que dans le Joker, qu'on connaît, que les gens qui sont fans de Firefly connaissent, mais qui aussi avait joué dans la série Powerless, qui était une série DC qui déjà pas tournait en dérision les héros parce qu'on les voyait jamais, mais c'était des gens, justement, c'était des no-name. Je crois que justement Alan Tudyk qui jouait un Wayne, mais genre le cousin du surcousin du neveu, qui était une série que moi je trouvais super et qui a pas continué. Et dedans il y avait aussi Ron Funches, je sais pas comment on prononce, c'est lui qui fait King Shark, et il jouait aussi dans Powerless. Du coup il y a un gros casting. Tu parlais de Kelly Coco, mais il y a aussi Chris Meloni qu'on a maté dans Happy et qui jouait dans New York Unité Spéciale, qui lui fait Gordon, justement, qui est complètement déluré et complètement dépressif. Du coup il y a un bon gros casting. Je les ai pas tous cités, mais je pense que c'est considéré comme une grosse prod et qu'ils comptent vraiment dessus pour possiblement après, au-delà de la saison 2, faire peut-être des dérivés avec d'autres séries sur des tons plus adultes. Et si tu veux même rigoler un petit peu, en interne chez DC, il y a quand même donc il y a aussi Alan Tudyk qui joue là, qui double le Joker, et qui joue également dans Doom Patrol. Donc c'est vrai, il me semblait bien. Donc drôle. Méta même, je dirais. Ouais. Méta drôle. Non, c'est hyper. Sam, t'as pas trop parlé parce que tu t'as rien regardé ? Non, si, je regardais les débuts et j'ai accroché. Je trouve ça assez sympa, assez drôle. Après, moi, je suis pas le plus grand client de l'humour pour pipi caca, mais clairement il y a autre chose derrière un petit peu. Caca. Non, mais il y a pas que ça, mais il y en a quand même beaucoup. Mais c'est assez cool. Oui, il y a de la profondeur. Moi, j'ai plus de soucis avec un certain nombre de chara design perso. Je trouve qu'ils sont pas à mon goût, mais dans l'ensemble c'est assez cool. Je trouve que j'ai un peu de mal avec Ivy. Ivy, ouais, je la trouve trop. Ça va. Elle est bizarre. Ouais, son visage, il est très lisse, il est pas assez expressif, je trouve. Ouais. Gueule d'argile, c'est pareil, je le trouve trop. Oh si, il a l'air débile, moi j'adore. Ouais, mais son chara design. Ça, c'est parce que vous êtes attaché. Mais peut-être, Adrien. Peut-être que. Moi, franchement, Batman, j'en ai absolument rien à faire et ça passe. Batman, il a une gueule un peu plus débilo. C'est. Ouais, moi, ça me va bien. Tu vois, c'est pas. Batman, il est génial. Dans le premier épisode, il laisse crever Harley, quoi. Il s'enfuit avec le Joker, il laisse crever Harley. Clairement, c'est dans le monde s'en fout derrière, c'est vraiment ça. Ouais. Et vous êtes sûr là pour votre casting ? Moi, je pensais que c'était Renaud Gomez qui doublait. T'es sûr ? Il est on fire. John Couscous. Après inventer les histoires et les patronymes, maintenant t'inventes leur voix. Genre, t'as entendu. Est-ce que vous recommanderiez ça à quelqu'un en particulier ? Alors, surtout pas à des gosses. Ouais. Si, de ouf. Mais des gosses de 25 ans. Ouais. Non, moi je le recommanderais bien aux patronautes, mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est trop facile. Mais il en reste quelques-uns dans la liste. Épuisez-les, c'est la fin de l'émission. Épuisez-les. Primor, il est dans le. Ils sont déjà épuisés. Déjà dit. Et ben effectivement, c'est fini. On a épuisé l'émission. Là. On est arrivé au bout de la 139. Là, normalement, on entend la petite musique en fond, on ne l'a pas. Elle sera en montage. Si elle est là en montage, écoute bien. La prochaine émission sera diffusée le 10 avril. Si tout se passe bien dans ce confinement, elle sera aussi enregistrée sur Discord. Où est-ce qu'on vous retrouve autour de la table dans cette chez nous, putain. De localisation unique. Ben. Moi je suis chez moi dans le 94. Est-ce que tu as des projets qui arrivent à tourner en ce moment malgré moi j'ai pas trop arrêté de travailler, donc je continue à travailler malgré tout. Quoi vous dire, non, pour l'instant en termes de podcast je suis dans un creux aussi, parce que non seulement parce que je n'ai pas pris le temps d'organiser ça, mais aussi parce que là le confinement, là nous on fait ça sur Discord et tout, mais c'est pas forcément possible tout le temps et partout. Donc pour l'instant non, je reste je suis sur le BCC, je suis sur Twitter, je m'amuse à faire un truc qui s'appelle la forme du jour. C'est un
site, un compte Twitter qui balance une forme dessinée pleine en aplat de couleurs, et en fait on a un thème qui est pas imposé mais tu peux l'utiliser, un peu comme un Inktober, et en gros tu utilises cette forme et tu dois dessiner dedans, et tu balances ça. Voilà, c'est un peu pour m'occuper entre deux boulots. Bah fait tourner ça. La forme quarantaine. hâte la forme du jour sur Twitter. Je l'ai fait, tu peux aller dans mon feed, j'en ai fait un hier, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais j'en ai fait un. Je l'ai raté, alors autant pour moi. Je vais te linker ça, et puis sinon, je rattrape mes comics en retard, et puis voilà, écoutez. Et toi, Grégo, tu fais des ronds dans ton jardin en attendant? Eh ben non, je fais pas des ronds dans mon jardin, car malheureusement, je suis habituellement déjà télétravailleur, désormais télétravailleur avec des enfants à charge à la maison. Donc c'est compliqué, mais ça ne m'empêche pas de flâner ici ou là sur Twitter par exemple, @grégocentrique. Voilà. Et je vais faire une forme du jour à partir de demain. Ah là, quand même. Sam, de ton côté, toi aussi, de à la maison? Bah oui, moi je suis enfermé à la maison depuis un petit moment là, déjà. Et puis voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire des comics, je vais suivre des séries. J'ai commencé Lock and Key, il faut que je termine. Je vais peut-être pouvoir commencer sous-scellé, tiens. Voilà. Est-ce que les boîtes de sous-scellé arrivent à partir avec les problèmes de poste? Eh bien non, car nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas sortir. Oui, on s'en doutait un peu. De toute façon, les postes sont mis un petit peu en pause. Noël, on va prévenir un petit peu. Pour ceux qui ne savent pas, je peux faire merci Sam de lancer la pub. C'est un jeu d'enquête que vous recevez chez vous dans une petite boîte mystérieuse avec des objets d'enquête à analyser pour savoir ce qui s'est passé. Mais malheureusement, non seulement on a un souci avec les prestataires donc pour créer ce qu'il y a dans les boîtes, parce que plein sont fermés, mais en plus, une fois que les boîtes sont faites, pour aller à la poste, il faut l'attestation, enfin c'est un peu casse-couille. Donc pour l'instant, on fait une petite pause, on va essayer de faire patienter les gens, et puis ça va revenir dès qu'on peut ressortir, quoi. Voilà, personne ne vous en voudra. Hein. Non, mais c'est chiant, parce que du coup, par définition, notre jeu, il est à faire... C'était l'occasion rêvée, mais donc les gens qui n'ont pas encore fait leur boîte 1, ils peuvent y aller. Mais bon, ça n'aurait pas de sens non plus d'envoyer ça en numérique, parce que bon, l'idée c'est quand même tu payes un prix pour avoir un objet. Donc on n'a pas envie de se foutre de la gueule des gens, donc on va essayer de les faire patienter, et puis dès qu'on peut envoyer cette boîte 2, et ben on le fait, et puis voilà, on rattrapera notre retard, etc. Précisons que ce ne sont pas des œufs. Adrien. Et donc attends, j'ai pas fini. Et du coup, vous me retrouver aussi sur le BCC, où je discuterai notamment avec Lionel et Fanny, Frédéric Livietto, Pras, JP Perron. Et je ferai aussi un petit tour sur Twitter où j'ai l'habitude de suivre Garco, John Couscous, Guillaume Rocher. Et puis sur Instagram où je regarde souvent les photos de Damien Dessay, Paul Gara, Jonathan. Voilà, j'espère qu'on n'a pas oublié. Non, attendez juste 2 secondes. Il va falloir essayer d'innover un petit peu, parce que je pense qu'on a oublié Scaraxo et Christophe Wellen. Les gens payent pour avoir un service. Et nous, les gens ne sont pas des listes de courses, ok? Vous arrêtez. Et je voulais en caser dans les dimensions du Black Science et j'ai un peu zappé. Il manquait même Yakbar aussi. Juste au-dessus. Yakbar. Moi, j'aimerais un petit mot d'Adrien Larouzé, qui ne devait jamais être avec nous. On ne devait pas le voir du mois de mars et finalement il est là. Comment vas-tu, Adrien? Raconte-nous ta vie du moment. Eh ben écoute, ça va, mais j'avais 3 salons de prévus qui devaient me faire un petit peu voyager, et finalement je voyage. Attends, t'habites dans un 100 mètres carrés ou quoi? Yes. Allez. Énorme. Non, effectivement, donc pas de San Francisco, pas de Londres, pas de Berlin. La planète ne s'en porte que mieux. C'est vrai ça. Mais du coup, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à consommer des jeux vidéo indépendants pendant votre confinement, car les studios indés prennent très très cher en ce moment. Surtout qu'il y a Animal Crossing, avec Animal Crossing. Merde mon gars. Mais alors après, on peut espérer que les retards d'approvisionnement. Mais non, mais il existe en composants électroniques. Non, mais en composants électroniques retardent la sortie des nouvelles générations de consoles, et peut-être que Noël sera le Noël des indépendants. Mais ça, c'est une prédiction à la Nostradamus, à laquelle je ne crois pas trop. Mais bon, écoute, si vraiment vous avez quelques euros à mettre, allez sur itch.io et soutenez-les. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Tiens, et tant qu'on est au niveau de la pub, je vais en profiter encore. C'est open. T'entends pas la musique de fin en boucle là? C'est radio libre. Non, mais là, durant cette petite période, si jamais des gens ont besoin d'un petit motion designer de chez lui, n'hésitez pas à venir me contacter.
Voilà. Et ok, d'accord, tant qu'on est dans la pub, moi j'utilise la douche Petit Marseillais, saveur vanille. Super bon, super bon. Très bien. Tant qu'on est dans le pub, moi je vais prendre une bière. Voilà. Écoute, je vais m'en prendre une petite aussi. Ah, mais... Et tant qu'on est dans l'e-pub, c'est un format de livre pour les jeunes.